Donc, je commence tranquillement la rencontre pendant qu'on est encore en train d'admettre quelques participants. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de prendre quelques heures de cette belle journée de juin ensoleillée. En tout cas, ici à Québec, c'est très ensoleillé pour discuter de poésie. Donc, aujourd'hui, on fait l'activité Relire et enseigner qui est co-organisée par le LIREL, le Laboratoire intercollégial de recherche en enseignement de la littérature, et par le CRILC, qui nous permet aussi de tenir l'événement. On a 4 personnes qui lisent la poésie autochtone et qui l'enseignent et qui vont nous parler de leur lecture de ses œuvres, de leur enseignement de ses œuvres. L'objectif étant de s'inspirer, de mieux connaître aussi les œuvres. Donc, avec Relire et enseigner, on a eu une première édition sur Refus global. On a aussi un projet d'une édition sur Maria Chapdelaine. Donc, vous comprenez que l'idée, c'est d'aborder des œuvres qui sont beaucoup enseignées, collégiales, qui ont la faveur de plusieurs profs. Et qu'on a envie justement de continuer d'enseigner, de transmettre, et on s'interroge un petit peu pourquoi ces œuvres-là nous semblent particulièrement intéressantes à transmettre, à mettre au programme, particulièrement porteuses pour les élèves, etc. Donc, je vous présente rapidement les participants d'aujourd'hui, les participantes. Donc, je commence par Julie Saint-Laurent. Bonjour Julie. Julie qui Salut Élie, salut tout le monde. se trouve au bord d'un lac dans un environnement très inspirant. Donc, Julie enseigne au Cégep Garneau, beaucoup étudié, lu de poésie au cours de sa carrière, on pourrait dire, de ses études aussi. Et entre autres, Julie, tu as publié un article sur la poésie de Marie-André Gill. Tu écrit dans ta présentation que ton article portait sur l'espace intime et politique dans la poésie de Marie-André Gill. Donc, on pourra y revenir probablement sur cette question-là. Julien Bernard Chabot. Bonjour, Julien. Donc, Julien enseigne au Cégep Garneau également, enseigne la poésie de Marie-André Gill, s'intéresse aussi à la poésie de Bacon et voulait aussi ouvrir une brèche vers une pratique culturelle qui est dans un tout autre contexte, là, celle donc du chant tout vin, peut-être, dont on pourra parler plus tard. Geneviève Boudreau, bonjour Geneviève, enseigne au Cégep de Sainte-Foy. Elle aussi, bon, elle enseigne la poésie autochtone, mais également une pratique d'écriture qui porte aussi sur un intérêt pour le territoire, pour notre rapport à l'extérieur. Et donc, peut-être que ça pourra faire partie des choses qu'on aborde aujourd'hui. Donc, son dernier recueil d'essais qui a été paru en 2024 s'appelle Une abeille suffit. Ouais. Et je pense que ces thèmes-là sont abordés aussi dans ce contexte. Jean-François Letourneau, bonjour, qui enseigne au Cégep de Sherbrooke, qu'on a déjà eu la chance d'entendre en 2022 dans notre journée d'études sur l'altérité, enseigner l'altérité. Donc, tu avais animé une discussion là, avec Louis Picard-Sioui. Donc, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on avait évoquées à ce moment-là qui vont revenir aujourd'hui. Donc, notre rapport à l'enseignement de la littérature autochtone quand on est alloctone, peut-être, on pourra parler de ça. Donc, toi aussi, tu as écrit sur la poésie des Premières Nations, aussi auteur d'un recueil. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous 4 d'être là. Donc, j'ouvrirai la discussion pour un premier bloc qui porte vraiment sur les œuvres qu'on a décidé de mettre au centre de notre étude aujourd'hui. Donc, 2 recueils de poésie, Un thé dans la toundra. Et là, vous pardonnerez mon Innu Aimun, mais je vais me limiter au titre français. Un thé dans la toundra de Joséphine Bacon et Chauffer dehors de Marie-André Gill. 2 recueils qui sont relativement beaucoup enseignés au collégial. Et j'ai trouvé que c'était peut-être justement une bonne raison de les mettre au programme, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi on les enseigne, qu'est-ce qu'ils ont de particulièrement intéressant, pourquoi c'est des bons choix. Et des bons choix aussi dans la perspective où ils nous permettent d'aborder 2 difficultés qu'on a souvent en tant que prof, c'est-à-dire premièrement enseigner la poésie, c'est une première peut-être difficulté, et enseigner la littérature autochtone. Donc, la première question que j'aurais envie de poser, c'est une question peut-être un peu plus personnelle.
c'est la question de votre première lecture de ces œuvres-là. Donc, quand vous avez découvert Un thé dans la toundra ou Chauffer le dehors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là? Est-ce que ça a été pour vous une découverte, un événement de lecture? Est-ce que ça vous a, à quelque part, marqué, transformé, que de lire cette poésie? Donc, j'ouvre la discussion sur cette première question. Racontez-nous l'événement qu'a été pour vous la lecture de cette poésie. Voulez-vous que je vous attribue des places? On va Bon, voir qui commence. On peut peut-être commencer par allumer nos micros. oui, c'est ça. Il y a Donc, des gens qui participent à la table ronde. tout à fait. Donc, ben, Julien, puisque tu as pris C'est la beau. parole, Peut-être que l'un d'entre nous peut commencer. je- Ouais, je peux commencer si vous voulez. Moi, c'est surtout chauffer le dehors que j'enseigne là, au Cégep, là, que j'ai enseigné 2 fois jusqu'à présent. On était dans la toundra, je l'ai mis au programme sporadiquement dans le cours de littérature québécoise. Mais c'est surtout ce livre-là là, de Joséphine Bacon qui, pour moi, a été comment vous dites ça, un événement de lecture, là, si je reprends le terme de la question. Fait que c'est ça, je lisais Un thé dans la toundra le soir dans mon lit, juste avant de m'endormir. Puis il se passait quelque chose de vraiment particulier, c'est que j'étais complètement apaisé, complètement calmé par le recueil de poèmes, mais d'une manière assez inhabituelle. Euh, donc, il y avait quelque chose qui se produisait. Puis donc, j'en suis venu à me questionner sur les raisons pour lesquelles Un thé dans la toundra avait un effet psychologique, mais un effet quand même très physique aussi sur moi. Puis j'en suis arrivé à un constat là, qui était que, entre autres, que ça m'a rappelé une expérience de voyage que j'avais déjà vécue au Maroc, dans le désert, puis auprès des Touaregs, là, chez qui j'ai passé quelques temps, chez qui j'ai habité dans une auberge. Puis donc, c'était un environnement naturel, puis un peuple qui respirait le calme, mais d'une manière absolument impressionnante. Puis, comment dire, c'était des gens qui me semblaient vivre au diapason du désert, qui étaient imprégnés de la quiétude du territoire qu'ils habitaient. Puis j'avais l'impression de retrouver finalement le même genre de sensation très, très forte en lisant On était dans la toundra, comme si la toundra je sais pas, de Joséphine Bacon, qui était un peu une espèce de territoire désertique, un territoire dénudé, en quelque sorte, là, selon peut-être même l'étymologie du mot en Innu, là, si je peux me permettre de penser que je l'ai compris, là. Mais donc, c'est ça, j'avais vraiment, finalement, j'ai comme eu l'impression que à travers le poème de Joséphine Bacon, ce que je ressentais, c'était un effet particulier produit par un territoire qui me parlait à travers les mots de la poète. Et ce ressenti-là était vraiment puissant. Fait que je pense que, en tout cas, moi, c'est ça particulièrement qui m'a marqué avec Joséphine Bacon. Puis j'ai l'impression que c'est quand même un tour de force de sa part d'avoir réussi à transmettre au lecteur l'effet qui est produit par un territoire particulier comme la toundra. Quelque chose comme ça. quelqu'un veut réagir? Jean-François, Julie, Geneviève, quant à vous, comment s'est passée votre lecture? Je ferais peut-être un peu de pouce sur ce que Julien a évoqué. Il y a un poème dans Un thé dans la toundra là, qui se termine par La nuit, les Noaimoun m'ouvrent à l'espace. C'est mon poème préféré du recueil. Je trouve que ça résume bien aussi toute la démarche. Je voudrais pas résumer la démarche de Joséphine Bacon à ça, là, mais pour moi, j'y vois quand même un vers clé dans l'ensemble de son œuvre. Euh, bon, Julien disait qu'il y avait quelque chose d'apaisant au coucher. Moi, c'est ce rapport-là de Joséphine Bacon à sa langue, au rêve puis au territoire qui m'avait happé. On retrouvait tout ça dans Bâton à message, dans son premier recueil, mais je trouve de façon peut-être un peu plus abstraite. Par exemple, dans Bâton à message, elle évoque Papa Cacique, le maître du caribou, mais dans Un thé dans la toundra, elle nous le fait rencontrer. Dans Bâton à message, elle évoque l'autre nord, mais dans Un thé dans la toundra, elle nous y amène de façon très concrète, ce qui fait en sorte que je pense que c'est un recueil qui est peut-être plus simple à enseigner.
que bâton à message, en tout cas de mon point de vue. Et bon, pour moi, le vers que j'ai cité d'entrée de jeu me ramène à ce que j'aime chez Joséphine Bacon, donc le rapport au territoire, comme Julien, tu l'as évoqué, le rapport à sa langue. Donc, c'est très riche, je trouve, en classe de littérature, de pouvoir aborder une langue autochtone de façon aussi concrète, même si on ne comprend pas, la Sherbrooke, je n'ai pas de locuteur des Nouaimoun autour de moi, mais juste d'être en contact avec cette langue-là, d'essayer de la lire du mieux qu'on peut à voix haute avec les étudiants, comme quelque chose d'amusant. Il y a une entrée dans l'œuvre qui est peut-être un peu plus ludique en raison de ce contact avec une langue autochtone. Euh, Puis après ça, c'est ça, tu t'es demandé, l'Inoaïmoun m'ouvre à l'espace, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puis c'est une question qui est simple, parce qu'après ça, on peut l'aborder à partir du vécu des étudiants aussi. Parce que je travaille dans un milieu plurilingue, pluriculturel, fait que je peux parler avec les étudiants, ben toi, c'est quelle langue qui t'ouvre à l'espace? Moi, c'est le français, moi, c'est l'arabe, moi, c'est... Fait qu'on peut ouvrir, à partir du travail de Joséphine Bacon, on peut ouvrir cette dimension-là. Puis ta langue t'ouvre sur quel territoire? Julien, encore une fois, je fais du pouce sur ce qu'il a dit, mais il nous a amené dans le désert, dans le nord de l'Afrique. Mais c'est la force de Joséphine Bacon, c'est de nous ouvrir sur un territoire à partir de son expérience à elle, très intime, à partir de sa langue, à partir de sa culture. Mais après ça, c'est le lecteur, c'est comme si elle nous amenait sur son territoire pour mieux nous amener dans le nôtre. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais c'est un peu ce que j'essaie de transmettre ou de travailler avec les étudiants, cette dimension-là. Fait que c'est quoi votre territoire à vous? C'est quelle langue qui vous y donne accès? Puis l'idée que Joséphine Bacon écrit à partir de Montréal, puis qu'elle nous parle de façon si concrète d'un territoire où elle va très peu finalement, mais qu'elle incarne, qu'elle nous fait vivre par la force de la poésie. Donc ça aussi, je pense que c'est riche à exploiter en classe. Fait que moi, c'est l'aspect concret de l'écriture dans Un thé dans la toundra qui m'avait beaucoup marqué, puis qui me fait en sorte que c'est mon recueil préféré de l'œuvre de Joséphine Bacon. Puis aussi, ben, le fait que j'ai vécu 4 ans à Coudjouac. Fait que c'est sûr que les images, l'éblouissement de la toundra, comme Jean Désy le dit souvent, je l'ai vécu. Joséphine, elle l'exprime bien dans son recueil, mais même sans être jamais allée dans la toundra, comme je l'ai dit, le rapport au territoire qu'elle a est très riche et dans des angles différents. Tout à fait, oui. Et donc, tu ouvres déjà la porte, Jean-François, à ce dont on va discuter tout à l'heure, ta manière de l'enseigner, c'est-à-dire d'en faire justement une entrée vers le territoire et la langue des élèves. Donc, c'est super intéressant, on pourra le développer plus tard. Geneviève, Julie. Je peux y aller. Vas-y, Geneviève. Moi, c'est l'œuvre que je choisis d'enseigner Un thé dans la toundra pour les mêmes raisons, le rapport au territoire. Je suis arrivée à cette œuvre-là parce que j'avais été parachutée à Ounamanchipou pour un cours remplacement. J'avais été à la fois éblouie par les différences de culture que je ne pensais pas trouver à l'intérieur du Québec à l'époque. Je n'avais aucune formation, puis très peu de notions sur les peuples autochtones à l'époque. Ça m'a donné le goût de m'y plonger. Puis à ce moment-là, j'avais fait un bout de la route blanche. On m'avait fait visiter un peu. Ça répondait aussi à mon propre rapport au territoire, dans le sens où je viens des Îles-de-la-Madeleine, donc l'espèce d'infini un peu aride de l'océan, le rapport à la finitude qui est pas le même, je pense, quand on vient de milieux relativement isolés. Donc, ça répondait à cette expérience-là. Marie-André Gill, je ne l'ai pas beaucoup enseignée, mais c'est une amie, donc je découvre son œuvre à mesure qu'elle la publie. Et j'apprécie ses œuvres pour la même raison que j'aime Joséphine Bacon, pour ce qu'elle fait vivre du territoire, pour l'enracinement. Puis ça devient tellement concret. On peut avoir l'impression que c'est abstrait, mais non, à la lecture, puis en parlant avec les étudiants, puis peut-être en faisant d'autres activités aussi dont on aura l'occasion de reparler, ça devient très, très concret, très enraciné. Puis c'est ce côté-là que j'appréciais, puis qui me permettait justement de voir comment l'environnement vient influencer l'écriture même des poètes, puis comment ça devient
personnage majeur, finalement, là, comment les lieux peuvent être une instance avec laquelle on entre en dialogue. Là, donc, comment faire vivre la nature, comment entrer en dialogue avec elle. C'est un peu cet aspect-là que je voulais travailler. Ça répond à mes préoccupations écologiques et de plus en plus aux préoccupations écologiques de mes étudiants aussi. Oui, tout à fait. Mhm. Je trouve ça beau. De ce point de vue-là. Oui, excuse-moi, Julie. Non, ça va. Ouais, ben, je trouve ça beau tout ce qui a été dit parce que ben là, moi, c'est ça, ce que j'ai enseigné souvent, c'est chauffer dehors. J'ai pas enseigné Joséphine Bacon vraiment. Euh, Puis dans le fond, je trouve que c'est les mêmes préoccupations qu'on retrouve, bien évidemment, dans un style qui est tout à fait autre. Marie-André Gill, ben, elle est vraiment dans la poésie du quotidien, mais en même temps, elle nous amène dans notre terre intérieure. Puis ce qui m'a beaucoup touchée, ben, avec Chauffer dehors, tu sais, c'est que c'est un livre sur la guérison. Et tu sais, tout le monde peut comprendre ça. Euh, donc, je l'enseigne, c'est ça, en 101, donc ça fonctionne bien. Puis, euh, c'est ça, cette guérison-là, ben, c'était commencé dans ses autres livres. Je les étudiais beaucoup. Bon, en 2017, bon, j'étais plus dans le monde universitaire et tout ça. Puis quand Chauffer dehors est arrivé, ben, pour moi, ça a comme éclairé un peu des intuitions de lecture que j'avais, qu'il y avait cette espèce de recherche d'un espace libre, d'une liberté de soi, d'une libération du corps. Puis ben, Chauffer dehors était vraiment là-dedans, rendait ça explicite à travers le traitement de l'espace. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Puis, c'est ça, il y a quelque chose aussi de très authentique dans cette poésie-là, de très proche de nous, de très proche du langage quotidien, puis qu'en même temps, ça se mélange avec toutes sortes d'expressions poétiques, d'une sorte de pureté poétique qui me touche, qui est proche de moi. Euh, c'est un livre, en fait, c'est ça, la photo derrière, c'est une photo du Nitassinan à Pessamit. Puis justement, c'est chez les Canapés. Puis j'ai demandé à Éric Canapé, ben finalement, comment tu expliquerais la différence entre Nitassinan et Nuchimit? Et puis Nitassinan, bon, pour lui, c'est plus un peu le territoire, le pays, là, quelque chose d'un petit peu plus, je ne sais pas, euh, concret. Puis de l'autre côté, Nuchimit du côté plus spirituel. Puis il a dit, le Nuchimit, c'est là où tu peux être qui tu es vraiment. Tu sais, puis c'est beau parce que c'est ça, comme Julien l'a expliqué, quand on lit Joséphine Bacon, on arrive chez nous, tu sais, puis pourtant, tu sais, c'est ça. C'est quelque chose qui est loin, mais qui est si proche en même temps. Puis, ben, c'est ça, je trouve que la progression dans Chauffer dehors nous amène dans cette même intériorité. Donc, il y a un beau, en tout cas, je ne sais pas si on lira des passages du livre, mais Vas-y. il y a un beau passage, un moment pivot dans Chauffer dehors où il y a une expérience de camping en solitaire sur le bord du fjord. Puis, bon, c'est un moment de guérison où là, comment dire, la progression narrative change. Puis, quand j'ai lu ce livre-là, ben moi aussi, tu sais, on dirait que ça a ouvert un espace en moi. Puis bon, ça, c'est paru en 2019, mais vers 2020-2021, j'étais allée me promener sur le bord du fleuve à Québec, sur la plage Jacques-Cartier. Puis, il y avait ce mélange de gratitude, d'immensité, de contact dans la solitude avec la nature. Puis, je me disais, ah, j'ai mon moment chauffé dehors. Donc, c'est ça. Je trouve que ce livre-là, il m'a accompagnée longtemps. Ben, c'est ça, j'ai écrit un article, mais qui m'a pris peut-être 5 ans à écrire. Mais c'est un livre où, tu sais, où Marie-André Gué était comme une sorte d'amie. Tu sais, j'ai progressé avec elle intérieurement, mais aussi politiquement. On en reparle. Ouais. Oui, ça m'amènerait peut-être, bon, je pense qu'on a beaucoup parlé d'émotions, ce qui nous a touchés, disons, affectivement, subjectivement, personnellement, à travers notre histoire, quand vous avez raconté là, vos premières lectures. Si on y allait d'un point de vue, avec un œil, comment je pourrais dire, un œil plus objectif, selon vous, quelles sont les grandes qualités de ces recueils-là? Pourquoi est-ce qu'ils permettent vraiment aux élèves d'ouvrir leur imaginaire, de développer leur jugement, leur intelligence? Comment est-ce qu'ils permettent d'enrichir leur langue? Donc, c'est quoi pour vous là, les grandes forces de ces œuvres-là? Peut-être, allons-y avec, je vais y aller dans le désordre de Geneviève. Oui, ben, grande question. Je pense que ce sont des œuvres
Moi, ce que j'apprécie beaucoup de Bacon, puis que je trouve que je fais cheminer mes étudiants, c'est sa sobriété. Chaque mot est choisi, puis pèse quelque chose dans le texte. Donc, on ne peut pas couper davantage, sinon on perd le sens. Il n'y a pas de surenchère, il y a une exactitude vraiment dans le choix du mot. C'est beaucoup là-dessus que j'essaie d'attirer leur attention, l'importance du terme exact, ce qu'on choisit de nommer, ce qu'on choisit de taire, puis comment ça permet une réappropriation justement de l'émotion par celui qui lit. Le fait qu'il y a de l'espace, que ça respire, qu'on peut se projeter grâce à ce minimum, mais à l'essentiel. Donc, ça laisse de la place pour l'autre. Le poème devient un lieu d'accueil de l'émotion de l'autre, puis ça permet à l'autre de légitimer aussi de sa lecture parce qu'on peut y projeter beaucoup de soi sans faire nécessairement glisser le sens ou dire au poème ce qu'il ne fait pas dire. Donc, ça, je trouve que c'était vraiment, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est une écriture qui, malgré tout, est très concrète. Je dis malgré tout parce qu'il y a quand même un grand travail de l'image. Lino Eamon, c'est très imagé, puis elle fait référence à des aspects culturels, donc quelque chose un petit peu plus évanescent. Là, on ne parle pas carrément du paysage, mais de la façon dont on l'habite. Et sincèrement, j'ai trouvé ça très nourrissant, mais il faut dire que aussi, là, petite parenthèse, je l'ai enseigné dans le cadre d'un cours, j'ai enseigné plus des genres narratifs pour la littérature autochtone. Pour la poésie, je l'ai enseigné dans le cadre d'un cours de programme de poésie avec des étudiants en arts et lettres où on a travaillé en co-construction. Donc, le but, c'était aussi de légitimer leur appropriation des outils de la poésie. Donc, de voir comment le paysage s'incarne grâce à des termes minimalistes mais essentiels qui permettent de créer des images concrètes, mais qui laissent de l'espace à l'autre. Et il y a une efficacité chez Bacon qui est, pour moi, qui tient de la sobriété, qui est comme la fausse simplicité. C'est pas facile. C'est un peu comme le haïku, mais c'est ça. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ça nous amène vers la profondeur. Ouais. Ça. Le fait que ça soit bref force le lecteur à travailler beaucoup. À travailler beaucoup, puis à se centrer sur les détails qui permettent de faire éclore quelque chose, puis de s'approprier cette manière-là de voir le langage comme une fenêtre. On choisit ce qu'on montre, puis ce qu'on montre est essentiel, puis il y a tout l'espace autour où on peut réimaginer, réinventer, se projeter. Oui, Bacon parle beaucoup de nudité, du fait que la terre dans la toundra est nue, tout ça, donc ça évoque un peu son style aussi. Moi, peut-être que je ferai du pouce sur l'idée de Geneviève, là. Moi, récemment, je retranscrivais des passages d'un thé dans la toundra dans un document pour essayer de me les approprier, là, de mémoriser. Puis, très souvent, le découpage des vers, je le faisais mal. J'avais tendance à mettre plus de mots dans chaque vers, de faire moins de retour à la ligne. Puis, c'est une caractéristique, je trouve, qui est forte dans un thé dans la toundra. Parfois, on a des vers d'un seul mot. Donc, comme tu le disais, ça fait vraiment de la place, ça crée de l'espace. Et ça crée du silence aussi. Je trouve que ce silence-là, cette quiétude-là, pour revenir à mon expérience forte de lecture, à mon événement de lecture, là, c'est vraiment entre autres, un effet de travail du langage, puis de manière de découper le vers qui produit, c'est ça, un style tout en sobriété, puis un style qui est un peu nu, là, comme la toundra elle-même. Puis là, je parlais tout à l'heure de l'étymologie. Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai consulté, souvent je vais sur le dictionnaire Inuaimun sur Internet, je traduis en français, puis je regarde un peu comment les mots sont construits. Puis, si j'ai bien compris, mettons, dans un thé dans la toundra, souvent le mot toundra du côté du texte en Inuaimun, pas toujours, là, il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais au moins à 2 reprises, il est écrit Mouchouao assis, donc assis comme terre-territoire, comme dans le mythe Assinan. Puis Mouchouao, c'est quelque chose comme dénudé. Il y a vraiment je reviens à cette idée-là de la toundra qui, dans le fond, du style poétique qui s'est comme acclimaté à la toundra elle-même, puis qui a trouvé un dénuement qui est celui de la toundra, là. Puis je trouve que c'est ça qui rend que le texte beau, puis qui fait en sorte que le travail poétique sur les mots est vraiment puissant, là.
Donc, oui, on est beaucoup du côté de formel, hein, c'est la forme poétique de Ben, Bacon qui. Maintenant, mais Les deux la se forme et le fond, répondent, la hein? forme et Oui, le c'est ça. fond, je pense que c'est indissociable. Oui, tout à Ouais. fait. Oui. c'est l'idée fondamentale du titre de Jean-François. Là. On revient tout le temps à ça, Oh! finalement. Julie, voulais-tu ajouter quelque Oui, chose? Selon toi, c'est quoi les grandes forces? Pourquoi est-ce que tu enseignes, tu as choisi d'enseigner ouais, Gil? chauffer dehors. Ben d'abord, ben, j'ai toujours été très intéressée par la poésie en prose sur cette espèce de zone limite. Donc, c'est sûr que Marie-André Gill, elle est là-dedans. C'est une grande lectrice de Patrice Desbiens. Donc, j'aime beaucoup ça, cette proximité avec le quotidien, puis qu'en même temps, elle passe un regard amoureux sur le monde. Tu sais, c'est un regard qui est attentif, qui voit le sacré dans le quotidien. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, pour moi, en 101, c'est très important de montrer aux étudiants que la poésie, c'est pas quelque chose qui est hors de leur vie. En fait, c'est là. Donc, Marie-André Gill a réussi ça très bien. Puis en même temps, c'est ça, son écriture est très riche au point de vue stylistique. Il y a beaucoup, beaucoup d'images, tu sais, qui sont assez faciles à comprendre pour les étudiants, puis qu'en même temps, qui ont une profondeur. Ça fait, je ne sais pas combien, 3 sessions là, que je l'enseigne. Bon, c'est ça, j'ai écrit un article dessus. Tantôt, je le relisais, puis j'étais encore wow, tu sais. Donc, je suis contente, c'est ça, ouais, de cette profondeur-là que j'épuise pas. Euh, J'aime beaucoup aussi le topos de la peine d'amour, tu sais, qui rend le livre très facile à lire. C'est de la poésie narrative si vous ne l'avez pas lu. Euh, donc, c'est ça, la plupart des jeunes vont s'identifier très facilement à ça. Puis en même temps, ben, comme la peine d'amour, bon, c'est ça le lieu commun par excellence, mais ça dépasse aussi les clivages culturels. Donc oui, on est en poésie inoue, mais en même temps, c'est très proche de l'expérience d'un peu tout le monde. Puis ben, il y a tout l'imaginaire de l'espace qui me surprend encore, tu sais, qui passe, comment on dit ça, qui passe free, hein, tu sais, qui est très, très, très naturel là-dedans. Mais il y a toutes sortes d'images très intéressantes. As-tu un exemple? Ouais, par exemple, ben, plus ça va dans le livre, au début, hein, l'espace est très souffrant. Mais là, je peux vous lire, là, c'est le 3e poème, puis qui surprend aussi tout le temps les étudiants, hein, qui fait 3 vers, mais qui, comment dire, va droit au but. L'amour, c'est une forêt vierge, puis une coupe à blanc dans la même phrase. Donc, vous voyez un tout petit poème dans sa page. On sent le vide. L'antithèse est forte, donc c'est ça, là, il y a cet espace dévasté. Puis, plus ça va, ben, l'ouverture se fait. Plus loin, dans la dernière section du recueil, elle parle du ciel dissipé à grandeur pour l'habiter. Hein, donc là, il y a un espace habitable qui est plus dévasté. Hein, c'est un espace aussi. Ben là, on disait, qu'est-ce qu'on désire? Ben, OK, ça peut être un sac de couchage, peut-être un manteau. Tu sais, fait que c'est quelque chose où on est bien, qui nous protège. Euh, Même là, ben, à Pessamit, je me suis beaucoup occupée du poêle à bois. Puis là, ce matin, j'ai relu le livre. Puis là, à un moment donné, elle dit euh, que c'est le moment d'ouvrir la clé du poêle. Puis là, je me dis, ah ben oui, tu sais, c'est encore créé hein, quelque chose de respirable où le feu peut reprendre. Donc, il y a toutes sortes d'images comme ça qui, c'est ça, font partie de son imaginaire hein, aussi pour sortir de l'enfermement, ben, de la peine, mais qui est aussi la peine territoriale. Et c'est ça que je trouve qui est très réussi, ce mélange-là, intime et politique. Puis justement, l'anecdote, bon, en tout cas, anecdote amoureuse, en tout cas, c'est plus qu'une anecdote au sens où c'est cette activité de l'écriture qui rend possible la libération. Mais donc, tout le côté amoureux nous permet, en tant qu'allochtones, de mieux comprendre le désarroi territorial, le désarroi politique. Puis c'est pour ça aussi que comme la guérison se fait au fil du livre, ben dans le fond, c'est aussi la guérison d'un rapport au monde, d'un rapport au territoire. Puis là, je lui avais parlé à Marie-André Guy, puis j'avais dit, ah, mon Dieu, j'ai tellement aimé ton livre. Puis elle m'avait dit, ah, t'es-tu en peine d'amour? J'ai dit, ben, pas vraiment, mais de toute façon, c'est plus que l'histoire d'une peine d'amour.
tu sais. Puis elle a dit, ben oui, c'est ça, c'est plus que ça. Donc, c'est un peu, c'est ça, se reconnecter au monde. Donc, je pense que les étudiants aussi peuvent comprendre ça. Tu sais, je leur dis une rupture, hein, c'est quand on déchire quelque chose, mais elle essaie, tu sais, de suturer ça. Euh, donc, c'est ça. Tu sais, je trouve que c'est riche, hein, puis on est aussi dans son mémoire de maîtrise, elle a écrit, dans le fond, son Chauffer dehors comme en recherche-création, puis dans son mémoire de maîtrise, elle se trouve proche un petit peu de ce que fait Annie Ernaux en termes d'auto-socio-biographie. Euh, donc, c'est ça. Je trouve ça intéressant aussi du point de vue social, tu sais, comment c'est quand même assez situé comme écriture, puis qu'en même temps, ben, comme on a dit plus tôt, on nous amène dans un espace intérieur qui est tout à fait, euh, disons, détaché du quotidien, mais finalement qui fait partie du quotidien. C'est ça qui est beau. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est, comme tu as dit, c'est la poésie qui est autour de nous, hein, la poésie qu'il faut simplement apprendre à voir, apprendre à regarder. Donc, oui, ça, c'est une des choses qui m'avait marqué aussi. Jean-François, as-tu quelque chose à ajouter à toutes ces... Ouais, oui, ben, je reviendrai sur la puissance de l'écriture, là. Les deux poètes, évidemment, bon, c'est pas la même génération, elles n'abordent pas les mêmes thèmes. Par contre, je trouve que le style d'écriture se ressemble beaucoup. Tu sais, la filiation entre les deux qu'on peut voir, par exemple, dans le documentaire Je suis humain, on le retrouve vraiment beaucoup dans leur style d'écriture. Le poème que Julie nous a lu, euh, c'est dans le style, dans la forme, ça ressemble à du Joséphine Bacon. Et même si c'est pas, Joséphine Bacon ne- ne revendiquerait pas cette parole-là, parce que c'est la parole d'une jeune femme, mais je trouve que le style se ressemble. De la simplicité des mots qui créent des images fulgurantes, puis des images qui sont fulgurantes parce qu'elles sont tellement concrètes. Je reviens un peu à ce que Geneviève a dit. Donc ça, pour moi, il y a un beau lien à faire entre deux femmes de générations différentes, mais qui semblent voir le monde un peu par la même lunette poétique, même si elles n'ont pas la même expérience de vie. L'autre chose que j'aimerais dire aussi, j'ai l'impression que bon, les deux nous parlent à partir d'une culture donnée, à partir d'un territoire donné, mais après ça, les deux s'adressent directement à l'être humain. Et je pense que c'est pour ça qu'elles sont aussi populaires, les deux, dans les salons du livre, puis que les gens font la file pour les rencontrer. On a l'impression qu'elles nous parlent à nous directement. Même Joséphine Bacon, quand on la rencontre en vrai, là, je connais moins Marie-André Gill, mais quand on rencontre Joséphine Bacon, on a l'impression qu'on lui parle, puis c'est comme elle a rencontré 1000 personnes dans la journée, mais on dirait toujours qu'on est la première personne à qui elle parle. Fait que il y a une dimension humaine dans leur œuvre qui sont une dimension humaine dans leur œuvre qui est très, très, très forte. Puis on se sent, comme lecteur, interpellé directement. Et dernière chose que je dirais pour ce qui m'a marqué aussi, là, si je retourne chez Joséphine Bacon, moi, c'est la notion d'écoute. On est dans un siècle très bavard, trop bavard. On est des profs, on n'arrête pas de parler, puis Joséphine Bacon, elle nous invite à écouter, tu sais, à nous asseoir, à nous taire, puis à écouter. Puis elle le fait dans chacun de ses recueils, dans Un thé dans la toundra aussi. Puis écouter quoi? Ben, écouter le territoire, écouter les aînés, écouter à la durée, ce qui va réellement durer. Puis, fait que moi, ça vient me toucher beaucoup. Ça me ramène à un rapport à la tradition orale que je trouve important. Ça me ramène à cette perte-là de l'écoute dans un siècle un peu fou. Fait qu'il y a comme peut-être c'est l'apaisement dont Julien faisait tantôt ce que Julien disait sur l'apaisement, là, mais il y a effectivement de cet ordre-là qui est comme l'ordre de la durée, là. On a l'impression que Joséphine Bacon, c'est intemporel. Puis, je pense que c'est le lien qu'elle a gardé avec la tradition orale des siens. Puis, elle nous donne le goût de renouer avec notre propre tradition orale. Puis, ce rapport-là à l'écoute. Pas parler, pas raconter, écouter. Je pense que c'est riche pour les enseignants, mais c'est aussi riche comme échange avec les étudiants. Ça fait. Peut-être je rajouterais quelque Oui, chose. vas-y. Juste parce qu'en fait, l'exergue de chauffer dehors, c'est un thé dans la toundra. Peut-être je vais juste le lire pour le plaisir. Je commenterai peut-être après. J'ignore si demain me gardera intact. Je dis que l'espoir de se laisser être éloigne le désespoir.
Donc, c'est la fin d'un poème d'un thé dans la toundra, qui est un poème chez Joséphine Bacon qui est assez politique, là. Peut-être vous me corrigerez, mais c'est un poème qui porte, à mon souvenir, sur les pensionnats. Ici, ben, Marie-André Gill se donne finalement un intertexte politique, mais qui quand même, là, juste ce petit fragment-là, pourrait s'inscrire plus dans la résilience amoureuse. Mais c'est sûr, c'est ça, il y a une filiation qui est claire. Puis, ouais, je trouve ça beau comment c'est ça, ça se passe d'une génération à l'autre. Puis même, ben, Joséphine Bacon est venue au Cégep Garneau pendant la semaine de la littérature. Puis en suggestion de lecture, elle donnait Chauffer dehors. Donc, c'est très beau. Oui, c'est beau, c'est vrai. Moi, j'ajouterais peut-être un petit quelque chose, si c'est possible, toujours sur cette idée de filiation. Puis, tu sais, Jean-François, tu parlais de l'écoute, puis j'avais jamais pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, tu sais, ça me semble vraiment évident et fondamental. Tu sais, ça me rappelle que Joséphine Bacon, finalement, tu sais, pour découvrir plus en profondeur qui elle est puis d'où elle vient, elle a beaucoup écouté les aînés dans le travail qu'elle a fait en anthropologie. Puis, tu sais, cette écoute-là, elle l'a beaucoup pratiquée elle-même, puis elle est en mesure maintenant de retransmettre. J'ai l'impression aussi que ce désir de transmission des connaissances, de la sagesse collective, c'est très fort chez elle. Puis c'est quelque chose qui est important dans sa pratique d'écriture, mais aussi dans la relation qu'elle entretient avec Marie-André Gill. Marie-André Gill qui, elle, peut-être est dans la posture de celle qui écoute, notamment Joséphine Bacon. Puis moi, ça m'avait frappé dans un article de journal, là, je ne me rappelle plus c'était lequel exactement, mais d'apprendre que Joséphine Bacon considérait Marie-André Gill littéralement comme sa successeur. Puis là, on sort un peu du corpus, là, mais dans le dernier livre de Bacon, qui s'intitule Kaominouat, une fois de plus, il y a une postface qui est signée Marie-André Gill. Donc, tu sais, c'est le jeu de mémoire, c'est ça, tu sais, c'est très beau. Puis, ce que je trouve quand même assez amusant, c'est que le titre de la postface, c'est postface de Marie-André Gill. C'est pas postface, le titre de Marie-André Gill, notiste de l'auteur. C'est vraiment significatif et important que ce soit elle qui l'écrive, puis que ce soit elle qui vienne finalement dans le livre après la voix de Joséphine Bacon, comme si elle reprenait le flambeau poétique pour le porter plus loin selon peut-être la logique du cercle Innu, quelque chose du genre. Puis finalement, en tout cas, ça, je trouve ça super inspirant. Puis j'ai l'impression que cette relation-là de filiation donne son sens au titre. En tout cas, c'est un des sens, une des actualisations possibles de Une fois de plus. Là, je vais essayer de vous retrouver le passage que je voulais vous lire parce que dans son prologue, il y a un prologue dans la toundra, il y en a un dans Kaominouat une fois de plus aussi. Bacon, elle écrit dans son prologue en parlant des aînés, justement cette idée d'écoute, là, j'ai appris d'eux, savoir transmettre, donner à ceux qui veulent entendre, qui à leur tour continueront encore une fois, Kaominouat une fois de plus, donc le titre, pour la mémoire. Fait que Marie-André Gill est quand même dans cette posture de celle qui a recueilli les enseignements de son aîné, puis elle, avec Chauffer le d'or, avec tous ses livres qui vont suivre puis qu'on attend avec intérêt, dans le fond, c'est elle qui va continuer une fois de plus pour la mémoire. Je pense que c'est ça un peu le sens de la postface. Puis je trouve que c'est ça. Donc, cette filiation-là est vraiment touchante. Je me rappelle plus exactement où, dans Un thé dans la toundra, il y a ce moment où Joséphine Bacon dit, se rend compte qu'elle devient une aînée. Donc, il y a comme un renversement. Ouais. Mais donc, c'est le sens c'est ça, des liens humains aussi, des liens réels entre les autrices, là, qui peut être intéressant aussi à enseigner. Donc, cher public, notez vos questions. Donc là, on va clore notre première ronde de discussion qui portait plus sur l'œuvre, les qualités de l'œuvre, notre rapport personnel à ces œuvres-là. Maintenant, on entame le deuxième bloc sur l'enseignement. Donc, quelles sont les pratiques d'enseignement de ces recueils-là qui ont été expérimentés, quels en sont les résultats. Si vous avez des questions, on aura un long moment à la fin. J'espère que vous pouvez être avec nous jusqu'à la fin. Là. Donc, dans une trentaine de minutes à peu près, là, on passera à la période de questions jusqu'à 14h20, 25, 27, dépendamment des gens. Donc, on ne vous oublie pas, public, là, donc on aura un moment de parler plus tard.
Donc, il y avait une dernière question que j'avais prévue pour le premier blog, mais je pense qu'il pourrait entamer le deuxième, qui était justement les défis que peuvent poser l'enseignement de la poésie des Premières Nations pour des allochtones. Donc, évidemment, tout le monde cherche à bien faire, mais il y a énormément comment je peux dire, de pièges, de stéréotypes qui peuvent nous habiter sans qu'on en soit nécessairement conscient. Donc, pour vous, est-ce qu'il y a des défis particuliers qui sont posés par ces œuvres-là ou au contraire, des facilités offertes par ces œuvres-là pour des professeurs allochtones? Donc ça, ce serait ma première question qu'on peut peut-être traiter plus rapidement. Puis ensuite, je vous ferai là, peut-être, je vous ferai parler chacun à votre tour là, de votre enseignement de quelques activités pédagogiques que vous faites autour de ces deux œuvres-là. Donc, par rapport aux défis, disons, pour des allochtones, là, de mettre ça au programme, est-ce que vous avez des intuitions, des recommandations? Ben, c'est pas une recommandation, mais le défi, des fois, c'est de parler de l'œuvre. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que, bon, à force de faire des mises en contexte historiques, sociopolitiques, puis c'est compliqué, puis là, on sent le terrain nous glisser sous les pieds, puis là, on peut devenir comme nerveux, puis là, on ouvre la porte à dire des approximations, puis alors que, puis on finit par ne presque pas parler de l'œuvre, parce qu'on passe 3 heures à faire du contexte sociopolitique, là. Puis on en avait parlé avec Louis-Carl Picard-Sioui, là, justement. Ça avait été un des sujets, là. Parlons de l'œuvre. Ouais. Fait que moi, je trouve que des fois, c'est ça que je dis, parfois des collègues qui me posent des questions, des fois dans certains cégeps des départements qui m'invitent pour parler de ces questions-là. Mais c'est vrai pour les littératures autochtones, mais je pense que c'est vrai pour la littérature point, là. On parle peut-être pas assez des livres dans nos cours de littérature. Ça, c'est peut-être la première chose que j'aurais le goût de dire. Peut-être que c'est se mettre en posture d'écoute, justement, que de... Oui, écoutez l'œuvre, ce qu'elle a à hein. nous dire. Puis là, Geneviève, tantôt, tu en as parlé, tu as utilisé le terme co-construction. Moi, j'ai eu à enseigner ces œuvres-là en milieu autochtone. Pas quand j'étais à Coudjoua, mais quand j'ai travaillé à Kuna, au Danak. Fait que là, tu as des jeunes Atikamekw, des jeunes Inuits devant toi. Ben, c'est ça, ça change ta posture d'enseignant par la force des choses. Fait que je me suis mis justement à co-construire notre compréhension de l'œuvre avec eux, parce que je n'avais pas le choix de le faire. Sinon, mon cours n'avait pas de sens, là. Parce qu'eux avaient des connaissances linguistiques, des connaissances culturelles, des connaissances liées à leur enfance, des connaissances intuitives que moi, j'aurais jamais. Parce que je ne parle pas de langue autochtone, parce que je n'ai pas grandi dans une réserve pour 1000 raisons. Fait que je n'ai pas eu le choix pendant ces 3 années-là de construire le sens des œuvres avec eux. Puis ça a été une épiphanie, là, ça a été des moments de bonheur intenses. Fait que maintenant, j'utilise cet apprentissage-là dans mes cours, peu importe l'œuvre. Parce que Gaston Miron, je peux bien, excusez l'expression, radoter pendant 6 heures sur Gaston Miron. Là, je pourrais le faire facilement, mais je ne sais pas c'est quoi lire Gaston Miron en 2024 quand tu as 20 ans. Tu sais, c'est quoi le relais pour une 20e fois? Mais bref, fait que j'ai gardé cette perspective-là, d'essayer de toujours construire le sens avec les étudiants dans un dialogue, dans une posture d'écoute, justement. Puis, fait qu'après ça, les questions de contexte socio-historique ou les trucs un peu plus glissants, plus difficiles, ben, on les aborde en cours de route, puis on les aborde sous forme de questions. Puis des fois, je peux y répondre, puis d'autres fois, je peux pas y répondre. Puis les étudiants ne se sentent pas heurtés parce qu'ils comprennent bien ce qu'on est en train d'essayer de faire, dégager le sens d'une œuvre. Fait que là, moi, c'est une grande jouissance. J'ai plus de PowerPoint, je fais par exprès pour arriver avec un livre en classe. C'est un peu pour provocation pour les étudiants là, qui sont tellement habitués de se faire endormir par des écrans. J'arrive avec un livre, puis s'ils ne parlent pas, ben, c'est le silence. Puis j'ai appris à endurer le silence. Ils finissent par parler. Fait que, bref, mes étudiants autochtones de CUNA m'ont beaucoup appris, peut-être sans le savoir, mais par rapport à ça. Le Geneviève, tu l'as nommé tantôt, là, ça s'appelle la co-construction. Ouais. Je l'ai fait intuitivement pour sauver ma peau, mais ça a été un grand apprentissage. Fait que j'essaie de l'utiliser au quotidien, peu importe le corpus. Là, je sors des littératures autochtones ici, dans cette réflexion-là. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai choisi de ne pas l'enseigner comme une œuvre autochtone. Ce serait plus facile, je pense, si je montrais la séquence, là. Ben, pas la séquence, mais si j'en parlais dans les activités que j'ai faites, là. Mais le cours principal où on a voulu s'immerger là-dedans, c'était soit des cercles de lecture
en petits groupes, en plénière. On a fait des ateliers de création, là, je pourrais en reparler, mais j'ai pas présenté ça comme voici une œuvre autochtone, on la place en contexte. Non, j'ai parlé du rapport au territoire parce que c'était l'aspect où j'étais rendue, comme c'est un cours de poésie là, que j'avais. On avait parlé de la création de l'image, de l'énonciation, le sujet lyrique, le silence, l'évocation. Puis là, on était rendu au territoire. Fait que comment le territoire s'incarne. Puis comme c'est une poésie qui est très concrète, ça se ramène bien à l'expérience sensorielle. Puis c'est là-dessus qu'on a travaillé, sur le travail des sens, comment, qu'est-ce qu'on ressent, on n'a pas éludé ces questions-là, puis à 5 fois, on a souvent quand même des étudiants inuits dans nos classes. C'était le cas cette fois-ci. J'avais une étudiante magnifique, extraordinaire, qui n'avait pas peur de prendre la parole, qui nous a lu des passages en Innu-et-Mun, qui nous a parlé de son propre rapport au territoire, mais toujours dans un dialogue, donc qu'on pouvait mettre en parallèle avec l'expérience du territoire des autres étudiants. Donc, c'est vraiment, on a co-construit notre voyage dans notre chemin, puis on a co-construit notre voyage vers un territoire intérieur intime. C'était vraiment... quand il y a des questions qui ont surgi, on y a répondu, notamment sur les aspects plus culturels, le maître des animaux, mais c'était pas nécessairement essentiel. Si j'avais pas eu ces connaissances-là, on aurait pu quand même faire le voyage ensemble. Puis je trouvais ça beau de voir une œuvre autochtone comme œuvre autochtone, œuvre québécoise, tout simplement. De la même façon que j'aurais pu aborder n'importe quel recueil, puis en laissant beaucoup d'espace aux étudiants pour s'investir eux-mêmes. Ils sont magistrales. Oui. Julie, voulais-tu ajouter quelque chose par rapport à ça? Ben, ça va un peu dans le sens, je pense, de Jean-François. J'avais noté qu'avec chauffer dehors, tu sais, c'est relativement facile à enseigner. Je pense que l'équilibre est à trouver un peu entre une espèce de lecture sociologisante là, de chauffer dehors, puis la lecture, disons, plus comme en tant qu'œuvre d'art. Mais en fait, cette réflexion-là, je l'avais eue un peu quand j'étais à l'université, puis on parlait des littératures franco-ontariennes, qu'on avait de la misère à sortir d'une certaine sociocritique, mais c'est un peu la même chose pour les littératures autochtones. On peut, oui, voir l'impact d'un certain contexte social sur l'écriture, mais ça reste que c'est une œuvre d'art, puis qui est l'expression d'un imaginaire personnel. Donc, je pense qu'il y a l'équilibre à trouver. C'est sûr que, tu sais, chauffer dehors, ça peut être enseigné comme un recueil sur une peine d'amour puis la reconstruction de soi, qui effectivement, c'est là. Mais si on ne parle pas du tout du territoire, mais on manque quand même une dimension importante. Puis ce qui m'a aidé peut-être à trouver l'équilibre là-dedans, c'est de se centrer, en tout cas au moins d'en parler. Ça va être sûr, c'est sûr, c'est les étudiants un petit peu plus forts qui vont mieux comprendre ça, mais la place de l'écriture, parce qu'il y a beaucoup de réflexions métatextuelles dans Chauffer dehors sur ce que je vous ai lu, l'amour, c'est une forêt vierge, puis une coupe à blanc dans la même phrase et tout ça. J'écris parce que j'écris pour survivre et tout ça. C'est moi qui est en train d'écrire. Donc, c'est ça, l'écriture est un outil de guérison, puis ça ramène, c'est ça, le livre dans l'espace de la littérature, dans l'espace de la poésie. Puis effectivement, ça déborde un contexte québécois, un contexte autochtone. Donc, c'est ça. Comme disait Jean-François, dans le fond, si on fait juste parler du contexte, on passe à côté. Donc, je pense que c'est un peu la même chose ici. Puis, de toute façon, c'est pour ça que je trouve que ça convient bien, moi, pour le 101, parce que, justement, on est moins dans la contextualisation historique. L'œuvre, elle se tient tout seul. Puis, s'il y a des références qu'on manque, c'est pas si grave non plus. Ouais. Ouais. Puis par rapport à ce qui a été dit, là, c'est parce que c'était une autre de tes questions sur l'enseignement explicite, mais peut-être qu'on reviendra sur la façon. Oui, c'est ça. J'y arriverai tranquillement parce que quand même, on veut vos activités pédagogiques. Mais oui, Julie, je ne sais pas si tu avais un petit mot à dire. Oui, mais dans le fond, moi aussi, finalement, par hasard, je ne sais pas si c'est par hasard, en tout cas, je suis arrivée plus dans un mode de co-construction, c'est-à-dire que, l'enseignement magistral, j'aime pas trop ça. Puis particulièrement, je trouve, pour la poésie, c'est ça, comme tu as dit en introduction, je suis une grande lectrice de poésie, puis pour moi, c'est important que les étudiants puissent avoir une relation personnelle
avec les poèmes. Donc, si moi, je leur donne tout cuit dans le bec, ce que je pense qui est bon, ce que je pense que je comprends, bien, c'est pas intéressant, tu sais. Donc, ce que je fais le plus souvent, ben, c'est que je vais, ils vont, euh, ils vont préparer des fiches de lecture, par exemple. Ils vont présenter des citations qui les ont accrochées, qu'est-ce qu'ils ont compris de ça, est-ce qu'ils ont remarqué des traits intéressants par rapport à l'écriture. Puis, je compose toujours à partir de leurs observations. Puis si effectivement il y a des choses qui ont été mal comprises ou des éléments très importants que personne n'a nommés, là, je vais pouvoir les guider. Mais c'est ça, ça va toujours être à partir de leurs observations. Donc, c'est vrai que dans certains groupes, on peut aller dans un sens ou dans un autre groupe, on ne sera pas allé. Mais c'est pas grave, là. C'est sûr que je m'assure que l'essentiel soit compris. Euh, donc, avant d'aborder chauffer dehors, en fait, on travaille un peu la lecture active. C'est quoi lire la poésie, tu sais? Pourquoi c'est difficile à lire, puis tout ça. Fait qu'on travaille, ben c'est ça, finalement, à se poser des questions pendant qu'on lit, tu sais. Bon, qui parle à qui? Est-ce que je reconnais ici des thèmes? Est-ce que ça me fait vivre une émotion ou quelle émotion qui est vécue dans l'écriture? Est-ce que ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu? Est-ce que je remarque les procédés d'écriture? Donc, toutes sortes de choses, tu sais, on pourrait un peu modéliser, là, c'est quoi la lecture poétique. Puis, fait qu'après ça, ben, ils peuvent mettre ça en pratique. Au début, ben, en fait, quand ils font le travail sur chauffer dehors, leur analyse littéraire, c'est la première analyse complète. C'est une analyse qui est en équipe. Fait que je pense que ça se prête bien pour chauffer dehors parce que, ben, malgré tout, le genre poétique est plus dur à lire pour eux. Donc, ça permet plusieurs échanges, puis un petit peu c'est ça, de faire vivre la poésie. Puis, je montrerai tantôt peut-être le document, mais juste une chose qui était drôle, c'est que, bon, c'est on avait travaillé la lecture active, puis une étudiante dans sa fiche de lecture avait écrit « Ah, j'ai lu ce poème de Chauffer dehors, je n'ai rien compris. » Puis, je l'ai relu et j'ai fait une lecture active et j'ai commencé à comprendre quelques éléments. Donc, c'était clair, tu sais. Et tant mieux si elle a pu un petit peu plus s'investir, même si chauffer dehors, tu sais, c'est proche de nous, il y a de la prose et tout ça, tu sais, il y a quand même un petit effort de lecture qui est demandé. Oui, vraiment. Donc, oui, si vous vouliez bien, en 5 à 8 minutes, donc c'est vraiment rapide, là, parce que je tiens quand même à ce qu'on puisse discuter tout le monde ensemble par la suite, là. Mais vraiment nous dresser un portrait, là, vite fait. Donc, c'est quoi votre séquence sur ces recueils ou un de ces recueils-là? Sur quoi vous incitez? C'est quoi qui est, selon vous, là, l'activité? Même si vous faites plusieurs activités, vous n'êtes pas obligé de tout présenter, mais l'activité qui fonctionne, que vous trouvez intéressante, qui sort un peu du cadre plus convenu là, de la manière d'aborder les textes avec les devis ministériels, là. Donc, si vous voulez nous présenter quelque chose, là, on serait très curieux. Donc, disons, ben, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez y aller. Je ne sais pas, Julien, si tu veux commencer. Oui, ça pourrait. Donc, moi, j'ai surtout enseigné, comme je le disais plus tôt, chauffer le dehors. Je l'enseigne en 101 parce qu'au Cégep Garneau, c'est un cours qui est consacré au genre bref. Puis d'abord et avant tout, la nouvelle et la poésie, hein. Puis moi, en fait, malheureusement, je n'ai pas grand-chose de très original à vous dire, au sens où c'est l'œuvre sur laquelle porte l'analyse littéraire finale, donc côté activité pédagogique, là, un petit peu plus hors de l'ordinaire. Il n'y a absolument rien dans mon cours, mais je peux vous dire quand même, grosso modo, la façon dont je l'enseigne, l'espèce de séquence, là. C'est sûr que, bon, au départ, je présente Marie-André Guil, je présente Joséphine Bacon aussi, je montre un extrait de Je m'appelle humain, là, le film de, je pense, Kim Obum-Sawin, dont on parlait tout à l'heure, Jean-François. Je leur parle aussi d'une tassinone parce que je veux vraiment faire du rapport au territoire, de la façon dont le rapport à l'espace aussi se transforme au fil du recueil, là, le fil directeur, en tout cas un des fils directeurs de l'analyse. Puis après ça, grosso modo, la manière dont j'étudie le recueil, c'est que, étant donné que c'est un recueil qui est très, très construit, là, l'effet de mise en recueil est vraiment fort. Julie parlait de poésie narrative, là, mais j'utilise, disons, ce cheminement-là là, qui va du début à la fin du recueil
pour analyser la transformation du jeu, du sujet poétique, de l'héroïne. Puis en gros, il y a un moment pivot dans le recueil que je considère être le poème des pages 65-66, celui où le jeu va en gros faire du camping sur le bord du fjord et où le contact avec le territoire commence à procurer un apaisement de la blessure amoureuse, mais bon, une blessure qui a peut-être une autre forme aussi, là. Euh, donc, en gros, avant cette première moitié avant ce poème pivot-là, c'est la première moitié du recueil. Par la suite, c'est la deuxième. L'essentiel des thèmes dominants dans la première moitié sont des thèmes plutôt négatifs, associés à la peine amoureuse, au chagrin, à la douleur, bon, à la disparition hors de l'espace, à la difficulté à s'inscrire dans un environnement spatial, davantage associé au froid, à la neige, à l'hiver, à l'automne. Tu as un exemple, mettons un poème emblématique de cette première partie-là, Oui, si jamais tu as ça sous la main, là, c'est pas... oui, attendez un instant. Ben, mettons, par rapport à mettons, la façon dont la rupture amoureuse recoupe le rapport à l'espace, puis plus spécialement au territoire, il y aurait le poème de la page 29. Je sens se débattre nos poux qui savent pas se sacrer patience, mais je me dis qu'en tout cas, la forêt me dévorera encore avec son coloriage qui a tes yeux. Donc, la poète se présente comme étant dévorée par la forêt. Il y a comme une espèce de malaise qui semble provenir du fait que l'environnement forestier est encore habité par tous les souvenirs amoureux, tu sais, que les moments de bonheur qu'elle a vécu dans cet espace-là avec la figure de l'ancien amoureux, et que bon, quand elle retourne sur ces lieux-là, finalement, la peine d'amour n'étant pas encore surmontée ou cicatrisée, la douleur associée à la rupture ressurgit au contact du territoire. Donc là, il faut qu'elle trouve un moyen de rendre habitable cet espace-là, qui est aussi finalement le territoire traditionnel, le Nitassinan. Ce mot-là qui apparaît à la fin du recueil là, est un mot fort qui véhicule beaucoup de choses. Donc, cette difficulté à s'inscrire dans l'espace-là qui est associé à la peine d'amour, par exemple, bon, c'est un thème plutôt négatif qu'on a dans la première moitié du recueil, et ça se transforme, ça devient positif vers la fin. Puis ce passage-là témoigne finalement du parcours de la quête du jeu, là, de l'héroïne, du personnage, entre guillemets. Fait que là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que dans une approche un petit peu plus, je ne sais pas formaliste, mais dans une approche qui simplifie les choses pour les étudiants, c'est qu'on peut finalement aborder les thèmes par binôme, là. Donc, on a des couples de thèmes qui ont une relation antithétique l'un avec l'autre. On est capable finalement peut-être même de se faire un tableau avec thème de la première partie, thème de la deuxième partie, puis de les faire correspondre, de voir comment un certain froid qui est associé à un état de mal-être se transforme en chaleur dans la deuxième moitié. Bon, il y a tout un ensemble tout un réseau de thèmes et d'images poétiques finalement qui se répondent et qui sont cohérents, puis qu'on est capable de c'est ça, qu'on est capable de cataloguer, de classer comme ça, évidemment en vue de l'exercice là, qui est celui de l'analyse littéraire avec des idées principales, des idées secondaires. Bon, c'est sûr que le travail que je fais en classe est orienté vers, vers l'évaluation. Puis sinon, mais ce que je travaille beaucoup avec les étudiants aussi, c'est en quelque sorte le sous-texte, là. Donc, oui, le, le- le- le thème principal en apparence, c'est la rupture amoureuse et le fait de passer par-dessus cette expérience-là. Mais comme le disait Julie tout à l'heure, il y a un aspect plus politique peut-être au recueil, ou en tout cas, il y a quelque chose comme une expérience collective, historique, inoue, qui se ferait un chemin dans le livre, puis qui vient colorier d'une manière particulière la rupture amoureuse. Il y a comme une coloration symbolique. Et donc, tout ce sous-texte-là avec, en tout cas, je n'entrerai pas dans les détails, mais le fait
le fait que le territoire traditionnel qui est nommé à la fin, Ntassinan, soit finalement la médecine traditionnelle qui guérit. En tout cas, moi, je ne pense pas que ça guérit uniquement de la peine d'amour. Ça guérit aussi de quelque chose d'autre qui n'est pas mentionné directement, une espèce de peut-être de malaise dans l'identité qui trouve une résolution au contact justement de cet environnement-là. Et donc, de travailler les deux niveaux de texte, c'est intéressant parce que bon, le thème amoureux, bon, c'est assez universel, ça se comprend bien, mais une fois que les étudiants l'ont saisi, après ça, on creuse un peu plus. Puis là, il y a tout un travail d'analyse qui est vraiment intéressant puis qui permet de voir finalement à quel point cette œuvre-là est riche, à quel point en entrant dans le texte, on est capable d'aller chercher de la matière. Et là, à peu près ça peut-être que mon temps était chiant de toute façon. Hein. Donc, c'était sur chauffer le dehors. J'aurais pu dire d'autres choses sur On était dans la toundra, mais je laisse. J'écoute. Parfait, merci beaucoup, Julien. Geneviève, veux-tu poursuivre? Oui, ça va. Je ne vous parlerai pas de toute ma séquence, sinon je vais déborder. Je vais vous parler de l'activité que mes étudiants ont aimée. C'est un atelier d'écriture sur le territoire. Je leur ai demandé d'arriver en classe avec leurs vêtements d'hiver parce qu'il faisait -20. Ils trouvaient ça très froid. Les consignes étaient grosso modo les suivantes. Aucun lieu commun, aucune généralité, pas d'affectif, là, j'aime pas. Vous devez écrire sur ce que vous voyez, porter une attention aux détails, parce que je pense que c'est la richesse, la sobriété là, qui permet de faire naître chez Joséphine Bacon une expérience personnelle du territoire, puis que c'est par ce personnel-là qu'on touche à l'universel. Sinon, quand c'est trop universel dès le départ, on ne peut pas se l'approprier. Pour qu'ils aillent vivre dans le territoire une expérience qui soit parfaitement singulière, qui s'inscrive dans un lieu concret, puis que le lecteur pourrait se faire la même réappropriation pour qu'ils comprennent un peu le mécanisme de l'observation poétique. Ils sont partis avec un crayon, du papier, des mitaines, des foulards. On est allé dans un tout petit parc à côté du cégep. C'est minuscule, on entend le bruit des autoroutes, donc c'est très contrasté. C'est vraiment très petit, c'est pas pittoresque, mais je voulais qu'ils considèrent ce lieu-là, en pleine ville, comme leur territoire pour cet atelier-là. Donc, qu'est-ce que vous voyez? J'avais fait du repérage, j'ai quelques notions en botanique, plein de choses. Donc, on est allé voir l'écorce des érables, comment ça se distingue d'un autre écorce, puis là, qu'ils prennent conscience en hiver qu'on peut aussi distinguer les arbres par leur forme, par la texture. Donc, les bouts un peu rectangulaires de l'écorce des érables qui n'ont pas de cannelure profonde, qui se pèlent facilement. L'érable rouge qui se distingue par ses rameaux rouges et qui, dès les premières chaleurs printanières, a des petites fleurs rouges qui apparaissent encore encapsulées, mais ça annonce le printemps avant le printemps. On a regardé tout ça. Les cannelures croisées des ormes, leur forme en éventail, les pousses de frêne qui ressemblent à des petits sabots de chevreuil. En tout cas, on a fait le tour, on a vu un nid d'écureuil, on a regardé comment le cambium d'un arbre se referme sur une blessure. Il y avait un élément métallique fixé dans l'arbre, probablement qui avait aidé à retenir un semblable en train de canter, mais l'arbre était disparu. Et on voyait comment ça se refermait sur l'aspect métallique, les trous percés par des insectes dans le bois mort. On a observé la texture de la neige, la sensation sur nos mains, comment on se sentait au début physiquement, qu'est-ce qu'on entendait, quels oiseaux. On regarde le ciel, la couleur, la nuance du bleu, tout mettre sur papier. On est passé une bonne demi-heure dehors, malgré le vent, en petit conciliabule, en se promenant d'un arbre à l'autre. On est rentré à l'intérieur. J'avais fait réserver un gros thermos d'eau chaude. J'avais amené des feuilles de mon jardin. On a bu de la tisane. Puis, en petit comité, ils ont échangé leurs notes. Donc, tout ce qu'ils ont vu de très précis, puis s'il manquait les mots pour exprimer ce qu'ils avaient vu, qu'ils puissent se les donner entre eux ou que j'intervienne, pour qu'on ait vraiment des mots qui leur permettent d'acquérir un vocabulaire pour mieux nommer le territoire. Puis ensuite, on a échangé sur comment
leur expérience avait changé le regard qu'ils posaient sur un territoire qui finalement est très banal, qu'on traverse sans jamais le voir, dont on aperçoit à peu près strictement rien là, dans la vie quotidienne. Donc, comment le regard poétique, en sachant qu'ils allaient devoir écrire ensuite, à partir de leurs notes, un poème, ils n'avaient pas besoin de rentrer toutes leurs notes, mais il y avait besoin au moins qu'une observation de la sortie ressorte dans leur texte pour que ça ancre dans le réel. Donc, c'est à peu près ça. Ils avaient un peu de temps d'écriture, puis au cours suivant, en petits groupes, ils se sont lus leurs textes l'un l'autre, puis ils les ont commentés pour essayer de faire ressortir l'expérience. Puis pour clore la journée, j'avais mon étudiante qui nous a lu des poèmes du recueil en Innu et Moon, puis en nous expliquant pourquoi elle avait choisi, parce que elle me l'avait offert. C'était elle qui avait choisi de faire entendre cette parole-là. Puis j'avais dit, ben, choisis les poèmes que tu veux, puis tu nous diras pourquoi tu les as choisis. Donc, c'est comme ça qu'on a terminé. Puis les étudiants se sont mis à dire, ah oui, moi j'ai aimé ça pour ça, moi j'ai aimé ça pour ça. Puis justement, quand j'étais dehors, ça m'a fait mieux comprendre. C'était quand même beau. Oui. Faut savoir que c'est un tour de force d'apprécier le territoire autour du cégep de Sainte-Foy. Pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est enclavé de stationnement et d'autoroutes. Ah oui, on a traversé un gros stationnement, il y avait le bruit de l'autoroute, les arbres sont maganés, mais ça fait partie de l'expérience. Puis tout lieu naturel est un territoire, même s'il fait 5 mètres carrés. Oui, c'est ça. Puis même la toundra, pour certains regards, pour certains yeux, pourrait avoir l'air de ce que le stationnement est à mes yeux, peut-être. Il faut savoir le regarder. Ouais. Mais oui. Regard poétique sur le monde. Ouais. Jean-François, veux-tu poursuivre? Oui, j'en ai parlé un peu tantôt, mais j'aime bien partir d'un vers ou d'un poème que j'ai aimé. Donc, dans Un thé dans la toundra, le vers, La nuit, les Nuaimoun m'ouvrent à l'espace. J'ai longtemps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'ai longtemps utilisé la chanson Mishapen Nitasidnan, qui était chantée par Chloé Sainte-Marie. Le texte était de Joséphine Bacon puis du poète Bruno Roy. Puis c'est une suite de toponymes en langue autochtone du nord au sud des Amériques. Puis le refrain qui dit que notre terre était grande. Euh, donc, à partir de la nuit, les Noaimoun m'ouvrent à l'espace, de qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Fait que je sépare le groupe en sous-groupes. Chaque sous-groupe a un couplet, puis là, ils doivent chercher sur Internet les significations des toponymes. Puis, on se rend compte que les toponymes autochtones sont hyper descriptifs. Fait qu'on se rend compte qu'en faisant l'exercice, c'est le continent américain qui s'ouvre là, devant nous. La géographie, le climat, là, le rapport au territoire, il y a comme un changement là. Puis après ça, ben, je leur demande de réécrire un couplet, mais avec les toponymes qui leur sont importants. Et là, c'est là que le côté pluriculturel, plurilinguistique peut intervenir là, selon les groupes. Mais il y a souvent des trucs hyper intéressants qui ressortent de cet exercice-là, qui est un exercice d'amorce, qui est assez simple, mais qui est efficace pour aborder l'œuvre. Puis tantôt, j'écoutais Julien, le poème à la page 65, là, le poème pivot, comme tu l'as nommé dans Chauffer le dehors. Je le relisais, puis moi, il y a une phrase. Je suis une princesse Disney en tabarnak. Je trouve que ça résume bien l'œuvre de Marie-André Gill, encore une fois. Puis là, tu sais, juste cette phrase-là, là, ça ouvre tout un cours sur les représentations, la lutte contre l'exotisme, qui est une préoccupation de Marie-André Gill depuis Béante, depuis son premier recueil. Donc, tu sais, il y a du pouce à faire là-dessus, sur les représentations au cinéma. Juste j'aime bien cet exercice-là, puis ça fait en sorte que des fois, je me laisse surprendre parce qu'il émane de la classe, par nos lectures. Là, il y a une phrase qui va, il y a une phrase qui va comme faire du sens à cause de notre expérience collective. Là, fait que je me laisse je me laisse aller avec ça quand même. Je me donne beaucoup de liberté par rapport à ça. Des fois, c'est un peu compliqué. Il y a des étudiants qui manquent un cours, qui veulent aller dans l'autre groupe, puis finalement, ils ne voient pas du tout la même chose que dans leur groupe. Là. Fait que, je peux avoir des fois des soucis de cohérence, mais ceci dit, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, je pense, qui dynamise mon enseignement. Puis, c'est ça, j'aime ça, trouver des portes d'entrée, des fenêtres comme ça dans les œuvres, puis qui nous permettent après ça d'explorer. Puis, quand on revient à l'œuvre, ben, notre regard est différent, puis je pense qu'on a une meilleure compréhension de ce qu'on lit. Puis peut-être juste en terminant, j'aimerais signaler, il y a un travail qui est un essai qui a été publié cette année d'une collègue du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, Elisabeth Caron,
Donc, l'œuvre de Marie-André Gill, Décolonisée par l'intime, c'est aux presses de l'Université du Québec. C'est vraiment bien fait. Elle couvre les 3 recueils de Marie-André Gill. Je pense que quelqu'un qui voudrait travailler l'œuvre de Marie-André Gill dans un de ses cours, puis ne saurait pas trop comment s'y prendre au début, ou il voudrait comme avoir peut-être plus de connaissances, ou en tout cas solidifier le terrain un peu avant de mettre l'œuvre au programme, là. C'est un essai qui pourrait être très utile. Puis encore une fois, pour faire de la publicité un peu à des collègues, au Cégep de Sept-Îles, il existe depuis une quinzaine d'années le GRENOC, donc le groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, publie une fois par année, quelqu'un qui est content, publie une fois par année la revue Littorale, puis la revue, Ouais. depuis quelques années, elle est publiée par Septentrion, donc elle est plus facile à trouver en librairie. Puis, ben, il y a des articles sur les œuvres de Joséphine, sur les œuvres de Marie-André Gill, sur tous les poètes Innu, là. Donc, c'est une ressource qui peut être utile et qui peut nous permettre des fois là, de développer un peu notre propre compréhension avant de mettre une œuvre au programme. Fait que Il y avait une question dans le chat, mais je vois que Philippe Mottet y a répondu. Donc, c'était sur la chanson là, que tu utilisais Ah, pour OK, oui. de Chloé Sainte-Marie. Donc, le titre, peux-tu le répéter rapidement? Michapen Nitassinan, Oui. et que notre terre était grande. C'est assez facile à trouver. Il y a même si je ne me trompe pas, il y a une vidéo YouTube avec Joséphine Ah ouais. puis Chloé Sainte-Marie. Il y a quand même, puis ça date, là, c'est pas une chanson récente. Fait qu'il y a quand même eu plusieurs trucs qui se sont faits par rapport à ça. Mhm. Puis juste, puis là, malheureusement, je n'ai pas retrouvé parce que j'y pensais en vous écoutant, là, mais pour Marie-André Gill, évidemment, il y a les balados, l'histoire crochée. Elle est la narratrice des balados, fait que c'est quand même intéressant quand on travaille l'œuvre de Marie-André Gill d'aller écouter quelques balados de l'histoire crochet avec les étudiants. Mais il y a un autre balado, puis là, je ne l'ai pas retrouvé, malheureusement, mais il y avait un balado, elle était avec Joséphine Bacon, puis Joséphine Bacon apprenait à Marie-André Gill des vieux mots en Innu-Aimun. Les deux rient comme des gamines, on dirait qu'elles ont 15 ans. C'est très drôle parce qu'en plus, il y a des mauvais mots, là, comme tu sais. Mais, fait que ce que je retrouve, je pourrais peut-être te l'envoyer, lise le lien, là. Ben oui, Mais c'est ça, je pourrais faire suivre. Ben, je suis ouais, ça, c'était prête pour très drôle. Ouais. Et elle part on est sur un délire, sur un terme qui fait référence au sexe masculin. Mais là, les deux, ils rient comme des adolescentes. Fait que je me rappelle quand je l'utilisais en classe, tout le monde partait. Tu sais, c'était agréable. Puis encore une fois, ben, c'était la porte d'entrée par l'Innu-Aimun. Il y avait comme un côté ludique, une langue qu'à Sherbrooke, personne ne connaît, Non, là. c'est ça. Fait que, bref, ça, c'est des petites portes d'entrée comme ça que je trouve qui sont intéressantes, qui sont simples à utiliser aussi. Mhm. Julie, veux-tu, Oui. pour terminer, nous parler de ta façon d'enseigner ces œuvres-là? Ouais. Ben, peut-être que je montrerai le document d'introduction que je t'avais envoyé. Je vais essayer de partager l'écran. Ça ici, partager, ça devrait marcher. Est-ce que Parfait. vous voyez? Oui, parfait. Oui. Donc, ça, c'est vraiment l'entrée en matière. Donc, à ce moment-là, les étudiants n'ont pas encore lu Chauffer dehors. Il y en a qui ont peut-être commencé, les plus motivés. Donc, on commence avec ça. Dans le fond, les étudiants répondent aux questions en équipe, puis on fait un retour en plénière. Donc, en fait, j'ai fait un certificat en enseignement du français langue seconde. Puis, la stratégie Prédire, c'était une stratégie enseignée ben, pour aider les étudiants en difficulté. Ou ben, dans l'acquisition d'une nouvelle langue, ou peu importe, ça s'applique aussi au contexte de la langue maternelle. Donc, on se prépare à lire. Fait que c'est ça. La première question, vous voyez, bon, qu'est-ce que ça veut dire autochtone? Quels enjeux sont liés à l'expérience autochtone? Donc là, ça peut être le moment où on va rectifier quelques stéréotypes. Là, ça fait au moins une ou deux sessions là, qu'il y a quelqu'un qui va dire, ah, ben, il ne paye pas de taxes, des choses comme ça. Donc là, c'est un peu le moment de rectifier des choses. Puis, aussi, ben, on voit qu'il est autochtone, mais ça veut dire qu'il vient du territoire. Ouais. Après ça, je leur montre une petite vidéo du calque. C'est Marie-André Gill avait gagné un prix. Donc, il y a une petite vidéo présente son rapport à la nature, présente son rapport à l'écriture. Donc, il y a ça. Ensuite, on y va, c'est ça, dans des choses assez de base. Donc, qu'est-ce que ça veut dire chauffer dehors? Qu'est-ce que je pense que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que je vois de la couverture? Qu'est-ce que ça m'inspire, les couleurs et tout ça? Ensuite, c'est ça, il y a un petit résumé du livre dans le rabat de la couverture. Donc,
On lit ça, puis dans le fond, ben on peut déjà cerner des thèmes importants. Bien évidemment, la peine amoureuse, la souffrance, la guérison, le rapport à l'écriture, le rapport à la nature, la gratitude et tout ça. Bon, qu'est-ce que je connais de la poésie intimiste québécoise? Bon, on en a parlé un petit peu en classe, donc ça peut être des choses assez de base, hein. L'écriture est simple, assez proche du quotidien. Il y a probablement un tourment intérieur, des choses comme ça. Puis l'exergue de chauffer dehors, hein, ben c'est ça, je vous l'ai lu tantôt. Donc, à partir de ça, c'est ça. Ça fait une petite mise en bouche. Puis, on lit aussi un article de journal qui s'appelle Apprendre l'art de bien souffrir, c'est tout ça? Ou, ben c'est ça, c'est un article qui est paru un peu avec Chauffer dehors, où Marie-André Guil présente son processus d'écriture, un peu ce dont il est question dans Chauffer dehors. Puis, à partir de ça, ben, on peut donc commencer à imaginer, OK, quel thème que je pense retrouver? Bon, négatif, positif. Puis c'est des hypothèses de lecture. Donc, moi, le but, c'est pas nécessairement déjà de leur dire ce qu'ils vont trouver, mais juste c'est ça qui se prépare à trouver quelque chose finalement, puis après ça, de vérifier leurs hypothèses de lecture. Donc, c'est sûr que quand c'est fait sérieusement, toutes ces questions-là, ils sont assez en mesure de comprendre ce qu'ils vont lire, en plus avec l'article de journal. Puis je vais vous montrer peut-être la dernière partie. Ça, c'est pour... c'est ça, c'est leur travail qu'ils doivent faire avec la lecture. Là, vous voyez, hein, ils doivent apporter leur fiche de lecture, sinon ils doivent aller la compléter à la bibliothèque avant de réintégrer le cours. Donc, pour moi, c'est important de, quand on rentre dans le livre, que les étudiants aient lu, hein, au moins en partie, au moins qu'ils aient réfléchi sur un certain nombre de passages. Puis, dans le fond, cette fiche-là, ben, ça consiste à choisir deux passages marquants. Donc, c'est 2 citations simplement à leur goût. Puis là, ils vont expliquer ben, pourquoi ils l'ont choisi, est-ce qu'ils ont observé des thèmes, comment ils se manifestent, puis remarquez-vous des procédés d'écriture intéressants. Donc, il y a une dimension affective avec le pourquoi avez-vous choisi ce passage. Puis, bien évidemment, dimension analytique un peu plus. Donc, je vais arrêter le partage ici. Donc, avec ce petit document que les étudiants apportent, ça fait une bonne base, en fait, pour les discussions parce que, ben, c'est ça, dans le fond, on procède en mode cercle de lecture, donc ça va être toujours des questions de discussion, puis après ça, on fait des retours en plénière. Donc, la première question de discussion, c'est simplement, ben, avec ta fiche, partage-la avec ton voisin, qu'est-ce que vous avez choisi comme passage et tout ça. Puis après ça, ben, là, j'avais une classe collaborative, donc qui était en îlot de 4. Donc, chaque îlot devait présenter à la classe un passage, bon, avec la justification. Donc, pour moi, c'est toujours intéressant de voir ben, qu'est-ce qui les a accrochés, comment ils peuvent expliquer ça. Donc, comme ça, on fait un tour de classe. Puis ben, les autres écoutent, ils sont contents de découvrir des fois qu'ils ont été intéressés par des choses similaires et tout ça. Donc, ça, c'est ce qui ouvre les cercles de lecture. Puis même avant qu'ils remettent leur fiche, dans le fond, ils commencent en équipe la lecture du recueil. C'est-à-dire que je vais assigner un poème par équipe, là, peut-être les 5 premiers poèmes. 2 équipes ont le même poème. Puis là, un peu à partir de ce qu'on a pratiqué, ben, ils vont faire une analyse sommaire du poème qu'ils vont présenter à la classe après. Donc, ça commence bien. Puis, je dois dire que, tu sais, ils me font voir des choses, là. Fait c'est le fun parce que je me dis, crime, ils l'expliquent mieux que moi. Donc, je trouve ça beau comment ça les touche, puis comment ils sont investis, là, par moment dans la tâche. Donc, c'est pour ça que moi, je ne reviendrai pas là, avec l'enseignement vraiment magistral. Bien, c'est sûr que des fois, tu sais, je les guide, là, mais non, j'aime ça, cette façon-là de procéder. Puis, tu sais, bon, il y a un poème où ça parle de skidoo et tout ça. Ben, c'est pas tout à fait ce que je connais le plus. Donc là, je vais demander, ben, tu sais, toi, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, tu mets du choke? Fait que là, ben, le gars au fond de la classe, il l'explique, puis il est content. Puis, tu sais, d'autres fois, si j'entends des choses vraiment bien dites pendant leur conversation en équipe, ben là, je vais amener le phare sur quelqu'un pour qu'il le répète à tout le monde.
Donc, c'est ça que je trouve qu'avec Marie-André Gill, je suis capable de faire participer tout le monde. Donc, je trouve que ça marche bien pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire là-dessus? Non, je pense que c'est ça. Je trouve que c'est bien aussi qu'avec Chauffer dehors, peut-être que je l'ai dit, mais qu'il y a plusieurs niveaux de lecture possibles. Ouais. Il y en a qui vont s'en tenir aux éléments les plus explicites, les plus évidents, puis d'autres vont aller plus profondément. Puis, ça marche bien pour les deux. Ouais. C'est ça, oui, c'est ça. Mm. Donc, ça serait la force, finalement, de ce recueil-là. Là, ce que Julien avait Ouais. soulevé aussi, que tu soulèves, les différents niveaux de lecture, C'est ça. l'approfondissement possible. Ouais. Je pense que tout le monde a dit ça, mais de la simplicité apparente qu'on Oui, voit chez Joséphine Bacon, le mélange entre les références Ouais. qu'on a en tant que Québécois, jeunes Québécois, puis les références qu'on découvre dans la culture inou qui nous est présentée. C'est intéressant. Ben, merci énormément. Je vais demander à Julie de donner le titre de son article sur la poésie de oui. Bacon dans le chat. Oui. Il faudrait que je m'en souvienne. Ouais, veux-tu que je te... Ouais, je le sais approximativement, mais je pense que c'est faire de l'espace, le parcours intime. Ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être quelque chose comme ça, je vais l'écrire. Merci. Donc, je retiens les mots écoute, territoire, observation, identité, langue. Il y a beaucoup été question de la langue, de l'espace aussi et de la filiation. Donc, c'est ça. Je pense que c'est des thèmes qui sont revenus, c'est des mots qui sont porteurs pour comprendre ces œuvres-là. Donc, cher public, si vous êtes toujours là, toujours à l'écoute, on serait prêt à prendre vos questions ou bien peut-être vos interventions, vos commentaires par rapport à ce qui a été dit. Donc, je vais vous demander de lever la main si vous avez une question. Je vais peut-être rajouter un petit quelque chose en attendant. Oui, vas-y. C'est juste que c'était très mignon parce que j'avais demandé à un étudiant comment tu as trouvé ça, chauffer le dehors, puis tu peux dire la vérité. Là. Puis il avait dit j'ai aimé ça parce que c'est comme si c'est quelqu'un qui me parlait dans l'oreille. C'est vraiment beau. Oui, tout l'aspect intime. C'est ça, quelque chose qui est proche de soi. Là. Oui, je vois une main levée, mais je ne suis pas. Je vais prendre la parole, ça va peut-être être plus Karine. simple. Bonjour, merci tout le monde, c'était vraiment passionnant. J'ai une petite question pragmatique. Moi, j'ai enseigné aussi chauffer le dehors il y a un certain temps, mais c'est ça, la brièveté des poèmes me posait un peu problème, là, notamment en 101. Je me demandais comment vous faisiez pour essayer de donner un espace justement aux étudiants pour qu'ils puissent puiser des éléments, mais en sortant j'imagine, de l'unité du poème, parce que moi, je ne l'avais pas enseigné en tant que recueil. Vous me convainquez vraiment beaucoup que c'est la manière de faire. Mais est-ce que vous les laissiez circuler dans tous les textes et prendre des éléments justement dans l'ensemble de l'œuvre, ou comment est-ce que vous parveniez à créer un espace, disons, pour une analyse ou pour un travail en classe? Moi, j'essaie de faire des liens souvent. J'ai mon œuvre principale, là, mais que j'éclaire avec un corpus secondaire. Parce que oui, effectivement, la brièveté des poèmes, là, nous, on salue ça, puis c'est ce qu'on aime, mais c'est vrai que pour des étudiants, notamment en 101, là, qui arrivent du secondaire, des fois, moi, j'ai le commentaire, là, il y a tellement pas de mots, que si tu veux que je fasse avec ça? Fait que la question, elle est excellente, mais moi, j'utilise ça, comme par exemple, tantôt avec l'exemple du je suis une princesse Disney en tabarnak, mais tu sais, je retournerais dans Béante avec, il y a un poème où elle parle de l'exotisme, mais de façon plus peut-être plus complète ou plus facile. Donc, même chose avec Joséphine Bacon, j'aime ça me promener d'une œuvre. J'ai mon œuvre principale, mais je vais puiser dans d'autres œuvres pour mieux éclairer un poème ou une question. Puis, j'aime aussi décloisonner. Tantôt, Geneviève, elle l'a très bien exprimé, là, qu'on n'a même pas besoin de traiter ça comme une œuvre autochtone. Mais par exemple, j'aime beaucoup, moi, Frayé de Marie-André Gill. Je pense que c'est mon préféré des trois recueils, là. Frayé. Puis, je l'avais déjà mis en parallèle avec La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson.
parce que c'est le Lac-Saint-Jean, c'est des jeunes. Là, il y a une dimension culturelle différente, mais sinon, bref, je ne repartirai pas dans une séquence didactique, là, mais d'aller chercher dans des œuvres, soit de la même poète ou dans des œuvres que nous, on considère comme, pas similaires, mais qui peuvent avoir des points de similitude. Moi, ça me permet de venir pallier ce problème pour certains étudiants là, il n'y a pas assez de mots pour que je puisse développer. Il y a 4 mots sur la page. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est vrai qu'on se le fait souvent dire. Ouais, moi je dirais un peu dans le sens de ce que Julien disait, c'est-à-dire que dans Chauffer dehors, vu que la progression narrative est assez marquée, des fois, c'est ça, si les étudiants ne savent plus trop quoi dire ou comment analyser, des fois, j'aurais tendance à plus leur permettre de mettre en relation, OK, l'espace est présenté comme ça, OK, il y a un coupe à blanc au début, puis, mettons, si tu regardes la fin du livre, est-ce qu'on est encore dans cette représentation-là? Vraiment souffrant de la nature. Ah, ben non, ouais, c'est vrai. Ah, OK, mais qu'est-ce qui a changé? Fait qu'est-ce que ça nous indique sur le point de départ? Parce que moi, c'est ça, en 101, je pense pas, je fais pas vraiment de lien avec d'autres œuvres. J'essaie vraiment, tu sais, de rester dans l'espace du poème. Puis, c'est ça, d'habitude, je les emmène un peu, comme Julien a mentionné, hein, dans un peu de montrer la transformation, donc comment ça passe de la souffrance à la guérison. Donc, avec ça, ça leur donne plusieurs clés, ou sinon, ils peuvent mettre simplement même des poèmes de la même section en relation entre eux. Parce que, c'est ça, mettons, la coupe à blanc, peut-être que c'est une façon d'exprimer son vide intérieur, sa solitude. Donc, comme ça, c'est ça leur permet de creuser une même section, puis sans peut-être un peu perdre de vue, déjà comment dire, les procédés qui veulent bien l'étudier. Puis sinon, si il manque, il manque de jus, je vais vraiment leur demander de réfléchir, OK, c'est quoi une forêt vierge? Tu sais, ça se caractérise par quoi? C'est quoi une coupe à blanc? Ah, OK, ça ressemble aussi à l'expression saigner à blanc. Donc, tu sais, je vais vraiment aller dans la micro-lecture. Fait que comme ça, moi, je me souviens pas trop qu'il y ait des étudiants qui disent « Ah, j'ai pas assez à dire. Mais c'est ça, peut-être moi, parce que j'ai vraiment cette habitude-là du close reading, là, comme on dit, de vraiment aller dans le détail. Puis c'est pour ça que je trouve qu'en 101, ça marche bien là, de vraiment se centrer sur l'écriture. Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est ça, tu as travaillé avec l'œuvre complète, Oui, c'est ça. Ouais, ça serait dur, je pense, travailler juste avec les poèmes, mais sûrement que ça se fait, puis il y a des poèmes qui se tiennent bien, là, dont la fameuse scène pivot. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'aussi, tu sais, vu qu'ils ont la vision narrative de l'ensemble, là, ils comprennent par où ça s'en va, puis le poème, même s'il fait 3 vers, dans quel moment de la transformation il s'inscrit. Mhm. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des commentaires ou des questions, des demandes de référence pour nos panélistes? Moi, c'est plus un commentaire qu'une question, là. En commençant à lire Chauffer dehors, au début, ça m'évoquait la poésie du pays, un peu. J'y allais avec plus mes références de littérature québécoise, là. Puis même dans le poème de la page 12, dans la deuxième strophe, ça dit c'est juste impossible que tu viennes plus t'abreuver à mon esprit ancestral de crème soda. Donc, dans le rythme, il y a quelque chose de Godin, là. Mon esprit ancestral de crème soda. Que je ne sais pas si il y en a parmi vous qui l'ont enseigné en littérature québécoise, en 103, ce recueil-là, ou bien peut-être aussi Bacon. Vous l'enseignez plus en 101? Oh, Geneviève, je pense qu'on ne t'entend plus. Est-ce que ça va? Ah oui, là, on Ah oui, t'entend. j'avais accroché un mauvais bouton. C'est bon. Moi, je l'enseignais dans un cours de programme, mais j'ai fait à peu près ce cheminement-là parce que comme je le rattachais à la thématique du territoire,
On a vu comment les lieux étaient représentés dans la poésie québécoise. Donc, je suis partie un peu justement de la poésie du pays pour aller ensuite vers la géopoétique. Puis on a lu plusieurs exemples, puis essayé de voir comment ça s'incarnait. Donc, le point commun, c'était plus la représentation du lieu, puis comment il y avait une appropriation, puis comment ça pouvait évoluer vers quelque chose de peut-être un petit peu plus personnel, un peu moins politique, ou comment la représentation politique du lieu pouvait évoluer, là. Mais je pense que ça peut s'inscrire dans une compréhension assez globale, là. La nordicité, c'est super important. Ben, le territoire, quand on parle des communautés autochtones, mais c'est important pour l'identité québécoise aussi, là. Je pense que c'est vraiment une caractéristique qui habite profondément notre littérature, là, la nordicité, là. Ça fait que je pense que c'est comme un lien commun. Puis là, après, il y a des sous-thèmes, ça s'incarne différemment, c'est certain, mais ça me paraît pas problématique. J'ai eu le même réflexe que toi, en tout cas. Ben, c'est ça. On l'entend, on dirait, là, tu sais, dans le, je sais pas, dans la langue, C'est vrai cette qu'il y a, filiation-là. il y a souvent en tout cas dans Chauffer le dehors, là, des effets d'écriture humoristiques, en tout cas, qui font sourire, une espèce souvent des fins de poèmes, là, comme celui que tu as lu, où on passe effectivement d'un registre plus lyrique à quelque chose qui vient un peu circuiter le côté solennel, là. C'est comme le poème suivant du recueil, là, qui se termine par le vertige de la fabrication du ballonnet. C'est un peu le même genre de registre. C'est vrai que ça me faisait penser, moi aussi, à Godin. Mais pour répondre à ta question, là, Chauffer de l'or, moi, je l'enseigne en 101, mais j'ai déjà mis des extraits d'un thé dans la toundra en 103. Puis malheureusement, c'est passé trop vite, là. J'avais un trop gros corpus, là. J'avais consacré 2 semaines de cours à un bloc sur littérature et colonialisme. Donc là, l'idée, c'était de voir la littérature de la Révolution tranquille. Justement, mais Godin était au programme, il y avait Miron. J'avais mis aussi un essai de Jean Boutillette, le Canadien français et son double, qui était vraiment trop compliqué, en tout cas des extraits. Puis par la suite, j'ai mis un essai de Miron tiré de L'Homme rapaillé, je pense, décoloniser la langue. C'était moyennement concluant, mais en tout cas, puis après ça, dans un deuxième volet, on voyait des écrivains autochtones publiés au Québec, dont Anantani Capèche, ou Antan, en tout cas, Capèche, puis Joséphine Bacon. Mais là, c'est ça, malheureusement, j'ai manqué de temps là, pour aller vraiment faire une analyse. Donc, amener les étudiants à comparer, par exemple, le rapport au territoire dans les deux corpus. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça, là, où tu sais, la veine littérature et colonialisme est quand même assez riche dans la poésie québécoise puis dans la poésie autochtone en tout cas, des Premières Nations d'ici, là. Je pense que ça demande par contre peut-être plus d'espace ou de temps là, dans une session que le maigre 2 semaines que j'avais mis au programme. Dans dans une entrevue, ça fait quand même plusieurs années là, de Marie-André Gill, justement dans la revue Littorale dont je parlais tantôt. Elle avait dit, puis c'était avant la publication de Frayé puis Chauffer le dehors, là, fait que c'est tout de suite après son premier recueil, mais dans cet entretien-là, elle disait que Gaston Miron avait été une grosse influence pour elle. Fait que je pense que c'est le lien avec la poésie du pays, je pense que c'est assumé chez Marie-André Gill, mais évidemment, c'est actualisé, transformé par une nouvelle perspective, là. Ouais, ouais. Mais c'est quand même intéressant de voir chez une jeune poète la filiation avec Joséphine Bacon puis avec Gaston Miron. Ouais. On C'est commence rassurant. on commence ben, je sais, ouais, rassurant, je pense que c'est le bon terme. Oui, Quelque chose se passe. oui, c'est ça. Puis ça l'inclut aussi dans le thème amoureux, là, qui est assez marquant aussi chez Miron. Puis c'est ça, elle disait qu'elle était une grande lectrice. Je ne sais pas si je l'ai lu, l'article dont tu parles, Jean-François, mais j'avais vu ça quelque part. C'est ça que le thème amoureux, ça lui permettait d'aller jouer dans la zone universelle de la poésie, puis que c'était quelque chose qui était très important pour elle. Puis c'est ça, dans l'article Apprendre à bien souffrir, la dernière section est très intéressante parce que c'est quelque chose, le sous-titre est l'universalité de la peine d'amour, puis elle parle de l'horizon d'attente que certains peuvent avoir envers la poésie autochtone. C'est pas parce qu'on lit de la poésie autochtone, la poésie Innu, que ça va parler de caribou, que ça va parler de plumes. Hein, c'est dans le fond la poésie, comme Geneviève elle l'a dit, hein,
elle laisse la place au lecteur. Donc, c'est ça, la poésie, ben, elle cherche à toucher ce qu'on partage en tant qu'être humain. Donc, ouais, c'est une belle filiation que ça donne aussi avec Miron. Puis c'est intéressant aussi pour les étudiants qui entendent le mot autochtone, ont certaines idées héritées des cours d'histoire au secondaire, puis se rendent compte, en fait, c'est quelque chose qui est proche de moi, tu sais, qui est vivant, puis qui me parle, puis qui aussi parle, c'est ça, je pense que c'était toi, Geneviève, qui disais ça au lien que j'ai avec la nature, tu sais. Mm. Donc, je relance la salle dans un ultime effort. Si, il y a des gens qui souhaitent tout simplement partager leur histoire de lecture d'un de ces recueils-là, leur, leur réception. Marcel? Oh, on ne t'entend pas, Marcel. Oui, voilà, j'ai activé mon micro. Parfait. Oui, moi j'ai lu les deux recueils coup sur coup hier, ce matin aussi. Euh, Mon expérience, ça a commencé par... J'ai buté sur un mot dans le recueil de Joséphine Bacon, où elle fait une comparaison entre le chant des loups et le fado. Et Ah c'est oui. le mot fado qui m'a tout à coup étonné, surpris, la présence de ce mot-là. Et puis à partir de là, je me suis demandé, je me suis mis à m'interroger sur la présence de l'autre civilisation, de la civilisation non autochtone dans les deux œuvres. Oui. Elle est très présente et on vient d'y faire allusion là, chez Marie-André Gill, dans le vocabulaire, dans le lexique, très peu chez Joséphine Bacon. Et il me semble qu'il y a comme deux usages de cette présence de l'autre civilisation. Un usage qui est parfois à connotation négative, entre autres la référence à la ville, aux murs, Mhm. les mots, au pensionnat, à l'obligation d'apprendre à écrire, à calculer, à lire, Mhm. éloigne du territoire, de la toundra, de l'identité première, mais une autre présence qui est, je dirais, à valeur très positive, qui est beaucoup autour du fado, mais ensuite j'ai vu la valse à trois temps, la Mhm. salle de bal, les berceuses, la référence à des berceuses qui sont chantées, euh, et le thé, je ne sais pas jusqu'à quel point, je ne connais pas suffisamment la langue d'origine. Je ne connais pas suffisamment, je ne connais même pas du tout. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ces mots-là sont empruntés Oui, c'est ça de... que je me demandais dans le mot fado, justement, en Innu Aimun, comment il Oui, est. Ouais. ouais, exactement. Et j'essayais de comprendre si là, c'est la langue de Joséphine Bacon qui se nourrit de mots venus de l'autre civilisation ou bien si c'est présent, comme le thé, par exemple. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Le thé, la théière, est-ce que ça existe dans la langue Innu d'origine, des berceuses? Est-ce que nos panélistes ont réponse Ben, il à me semble que le thé, c'est assez essentiel là, dans la culture Innu. C'est pas du thé nécessairement. La culture Innu, c'est beaucoup le thé du Labrador qui est bu, là, de ce que je sais. Là. En tout cas, mais le fait de boire des tisanes donc peut-être à l'origine, j'imagine que c'était pas des théières en fer blanc, là, mais il y a plein de paniers de bois qui sont qui permettent de chauffer, qui ne laissent pas passer l'eau, là. Donc, traditionnellement, ça
ça s'est adapté probablement, là. C'est plus, je sais pas si c'est encore majoritairement des tisanes, thé du Labrador qui est bu ou si maintenant c'est du thé noir aromatisé à l'orange, là. Mais Canada. Salada, ouais. salada, mais tu sais, ça fait partie de leur culture. Puis les berceuses, je vois mal comment, je connais pas tout le détail, là, mais c'est sûr que ça existe, là. Je les connais pas particulièrement dans le monde Innu, mais j'entendais Elissa Isaac dire comment chaque enfant a sa chanson qui le nomme. Donc les mères inventent une chanson, si j'ai bien compris, pour inscrire leur enfant dans le monde. Il a sa petite chanson qui lui est entonnée à répétition. Donc, il y a des équivalences. Ça se décline probablement pas de la même façon, mais il y a peut-être des courants universels qui nous unissent en tant qu'êtres humains. Karine, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, c'est une petite question qui faisait référence à quelque chose que je pense Julie a dit d'entrée de jeu, que l'œuvre de Marie-André Gill permettait de parler d'environnement puis de soucis environnementaux chez les étudiants qui s'exprimaient là-dessus. J'étais juste curieuse de savoir comment ça se passait dans vos classes à ce niveau-là. Est-ce que c'est une question que vous abordez? Je pense que c'est Geneviève qui en a parlé. Ben, ça répond. On l'aborde pas je l'ai pas abordé de front là. C'est pas. Mais moi-même, c'est quelque chose qui transparaît dans mes préoccupations. Fait que c'est sûr que quand on parle poésie, je vois mal comment détacher la poésie d'un territoire, là, que ça soit très local ou plus universel. Je pense que ça répond à ce qui s'est beaucoup détaché dans le territoire, c'est la guérison. C'est fou, là, parce que on est resté une demi-heure dans le parc, on a vu plein de choses, mais l'élément qui a frappé les étudiants, c'est comment l'arbre se guérissait de ses blessures en refermant le cambium sur un élément étranger. Puis ça a donné lieu à plein de poèmes métaphoriques sur le besoin de guérison de la nature, la guérison de soi, l'identification à l'arbre comme être blessé, la planète, son besoin de guérison de nous, les humains. Tantôt, c'est nous, le morceau de métal qui blessons l'arbre. Tantôt, nous sommes l'arbre blessé. Mais c'est vraiment les textes qui sont ressortis de ça, puis aussi la version, parce qu'il devait aussi faire un travail de lecture plus analytique, là, où il devait choisir un thème puis l'approfondir dans un travail qui se rapproche de la dissertation, avec un petit peu plus de liberté, là. On était peut-être un petit peu plus du côté de l'essai. Mais c'est vraiment les thèmes qui sont ressortis, là. Le besoin de guérison, de guérir la nature de nous guérir. Ça a été un de leurs livres préférés de la session, puis j'imaginais que ça ne serait pas le cas à cause de la simplicité. C'était la première fois que je l'enseignais. C'est un livre auquel je tenais beaucoup. Mais il aurait pu s'en détacher. Se sont détachés d'autres livres que j'ai enseignés cette session. Par exemple, Disparaître de Denise Desautels, là. Ils ont dit que je pouvais le faire disparaître, celui-là. Mais Joséphine Bacon, ça leur a beaucoup parlé. Puis c'est comme si tout d'un coup, ils ont compris qu'ils pouvaient établir des liens sociaux avec le paysage ou qu'ils étaient légitimes de le faire. Je pense que l'enfant voit souvent dans la nature quelque chose d'amis, l'enfant qui voit l'arbre comme un autre être avec qui il peut entrer en relation, puis avec l'âge adulte, on apprend à regarder le territoire comme un objet. Puis là, tout d'un coup, le territoire devenait un ami à qui on peut parler en disant tu. Puis ça leur a fait un bien fou, j'ai l'impression. Là, ça a beaucoup porté là-dessus, leur travail de réflexion sur le lien amical, comment on peut entrer en dialogue avec le territoire, puis en faire plus qu'un lieu de réconfort ou de refuge, là, en faire vraiment un interlocuteur. C'était quand même chouette. Donc, les problèmes écologiques, ils ont eu la page pour les exprimer. On n'en a pas parlé de front, mais c'est ressorti beaucoup. Mais je pense qu'au-delà des problèmes écologiques, le fait de sentir qu'on pouvait prendre soin, ça a été comme une prise de puissance, une conscientisation d'une forme de pouvoir. Comment, quand on transforme le regard, on prend plus soin de ce qu'on regarde. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ça, c'est intéressant. Et Agné, tu avais une question?
Oui, en fait, merci d'abord pour toutes les interventions très pertinentes. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus un commentaire au sens où je pense que c'est Jean-François qui mentionnait l'importance de la langue aussi dans les écrits, particulièrement de Joséphine Bacon. Moi, j'ai fait des cours d'Inno avec Yvette et j'ai la chance de lire la version en Innu qui est très différente. Quand on analyse vraiment la version Innu, on se rend compte que le travail qui est fait sur l'aspect de traduction aussi, on perd la beauté de ce qui est dit en Innu par Joséphine. Et j'en parle souvent avec Yvette. Des fois, Yvette, elle explique qu'elle n'est pas capable de traduire que Joséphine là, parce que ça ne marche pas en français. Donc, il y a ces espèces de conceptions du monde aussi qui sont qu'on comprend quand on a quand même cette espèce d'habileté à comprendre aussi un peu les subtilités de la langue qui donne à voir vraiment un univers qui est complètement différent. Quand je fais lire, moi je fais souvent en Pessamit parce que j'ai comme ce que j'appelle la famille là-bas, donc la communauté même de Pessamit, quand on la lit, je montre des photos où l'on dirait que là, le lieu s'incarne, le lieu il représente quelque chose de différent que juste les mots. Donc, c'est ça, cette idée vraiment du rapport à la langue, je trouve ça génial que vous en ayez parlé parce que ça change le rapport au texte complètement aussi. Oui, c'est ça. Puis de voir ben, c'est sûr que ce serait extrêmement riche de pouvoir voir comment Joséphine Bacon se traduit elle-même. Donc, pour qui elle écrit, tu sais, dans chacune des langues. Donc, c'est sûr que ça serait fascinant. Là. Puis, ce serait un objectif. Mais je me demandais, toi qui as la chance donc de lire les Noaïmoun, est-ce que tu peux, peut-être de mémoire, je sais pas, nous parler d'un poème ou d'un passage de poème où les deux versions, français et Noaïmoun, diffèrent, puis ce que tu comprends dans l'Innu qui n'est pas nécessairement passé dans le français? Ben là, malheureusement, j'ai pas mes exemplaires et je ne m'étais pas préparée à traduire sur le coup, mais j'ai fait l'exercice avec juste le titre de Un thé dans la toundra je vais aller chercher, je me suis amusée à aller le traduire un petit peu, qui finalement, Nipi Hapui Nete Muhuat. Nete, c'est une particule qui veut dire là-bas, mais un peu plus loin. Alors que si on utilise ante, c'est ici. Donc, c'est un thé là-bas un petit peu plus loin dans le fond de la toundra. Fait que juste avec ces trois mots-là, on comprend que géographiquement, on est loin aussi dans le territoire. Parce que si on avait dit ante, c'est quelque chose de beaucoup plus proche. Mais ça, c'est une subtilité. Et puis ça, c'est parce qu'Yvette nous a appris toutes les particules possibles. Mais si je ne le sais pas, en fait, pour la plupart des personnes, c'est un détail qui passe inaperçu un petit peu. Un thé là-bas dans la toundra. Un thé là-bas, loin dans la toundra. Muhuat, le thé à la fin de Muho, en fait, c'est un locatif, ça veut dire que c'est dans le lieu de la toundra. Donc, c'est ça. Merci. Nathalie? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis professeure de cégep à Édouard-Montpetit. J'en profite spécialement pour saluer Marcel Goulet, un ancien collègue. J'avais une question concernant les... Merci beaucoup d'ailleurs pour tout, là. Je trouve ça vraiment inspirant. J'avais une question quand vous faites des ateliers de création, comment vous les évaluez? C'est peut-être plus Geneviève qui a présenté de la création, à moins que les autres, en effet, sans nous en parler. Mais... Donc, je m'écoute. Ben, c'est ça que là, moi, ma langue que je prends est un peu particulière parce que j'avais un cours de création en poésie. Donc, j'évaluais la capacité d'évocation, l'absence de lieu commun. J'ai une grille critériée qui est vraiment qualitative, mais très descriptive là, pour me donner une prise, puis que les étudiants comprennent où ils doivent s'améliorer parce que je le fais dans une perspective qui développe leur écriture. Ils sont beaucoup intéressés soit par l'édition, soit par l'enseignement de la littérature, soit par le fait de devenir éventuellement écrivain. Puis, c'est des étudiants qui, au départ, n'écrivent pas de poésie. Là. Je pense que j'en avais 3 dans ma classe au total là, qui lisaient et écrivaient de la poésie. Les autres, c'était soit ils n'en écrivaient pas, soit ils écrivaient de la poésie du 19e siècle. Là. Donc, c'est très carré comme grille pour les empêcher de tomber dans les lieux communs, pour laisser de la place au silence, pour les amener dans une approche un peu plus moderne.
mais j'imagine qu'on pourrait simplifier assez facilement cette grille-là pour retenir que, disons, 3 critères là, qui permettraient, par exemple, de valider. Après, ça dépend de l'orientation. L'atelier dont je parle, il devait rendre compte d'une expérience tangible du territoire. Donc, est-ce que c'est présent? Est-ce qu'il y a du vocabulaire qui va au-delà du vocabulaire très général qui est utilisé, qui permet au locuteur de se représenter? Moi, j'utilisais toujours l'expression je pense que c'est Robert Melançon qui l'a repris à De Vinci, là, la peinture aveugle. La poésie est une peinture aveugle, donc on doit avoir suffisamment de représentation puis de détails pour pouvoir se faire une image mentale qu'on peut se réapproprier, mais en laissant assez de place pour qu'on puisse se projeter. C'est un équilibre entre le silence puis la représentation exacte qui dépasse le sentiment général. J'aime pas les émotions. Ouais. Donc, je ne sais pas, je pourrais toujours partager ma grille. Là. Je ne sais pas si en communication avec Élise, là, on pourrait... On pourra éventuellement, j'imagine, l'ajouter dans les documents liés à l'événement sur notre page site web du LIREL. Mais ça reste une grille qui est très précise, qu'il faudrait simplifier pour un cours plus général, mais c'est tout à fait possible. Oui, c'est ça. On pourrait retenir 3 critères. Puis, de toute façon, les travaux de création, ça dépend si on en fait un gros projet ou un petit projet, mais un projet qui vaut 10 on peut avoir 4 critères facilement, puis valider le niveau de précision pour chacun, là, parce que je ne veux pas tomber dans du c'est beau ou c'est pas beau. Je veux que l'étudiant comprenne où il a réussi à me faire vivre quelque chose, puis où il y a moins réussi. Là. Bien, ça répond bien. Je vous remercie beaucoup. C'est pour un cours de 103. Ah oui, ben c'est ça. Ben, peut-être en allant travailler des thèmes précis, puis c'est ça. Si c'est en parallèle avec une lecture, moi, ce que j'aime bien, c'est aller faire travailler des aspects qui sont présents dans l'œuvre. Donc, si c'est... ça peut être, ben c'est ça, moi avec le territoire, c'était vraiment la représentation du territoire, le silence, l'évocation, la justesse des mots choisis, un lieu concret plutôt que juste une forêt quelconque, là, qu'on sente qu'on se promène dans leur forêt. Mais on pourrait imaginer un texte qui a une valeur politique, qui un texte engagé, donc l'originalité du sujet, le point de vue, la personnalisation, le travail de l'image, il y a tout plein de possibilités. Mais j'aime bien avoir l'exemple. Quand ils mettent les deux en parallèle, ils peuvent comme trouver comment s'approprier le livre à l'étude en recréant. Merci beaucoup. Merci tout le monde énormément pour votre très généreuse, très intéressante, très inspirante participation. Merci aussi à tout le monde qui se sont joints à nous pour écouter cette grande et belle vertu de l'écoute. Bravo, vraiment. C'était vraiment intéressant de vous entendre. Donc, Jean-François, Geneviève, Julien Bernard, Julie, merci de tout cœur. Puis, les enregistrements de nos conversations seront disponibles bientôt sur la page du LIREL. Puis, voilà, donc on vous invite à vous rappeler l'existence du LIREL et de nos activités, notamment notre prochaine journée d'études qui aura certainement lieu en janvier prochain. Donc, sur ce, bon mois de juin. Merci à tous. Au plaisir. Merci tout le monde. Merci. Tout le monde.